de notre histoire. Alors, il a ses pourfendeurs, il a ses défenseurs. Le clivage se fait nettement de manière idéologique. Si vous êtes plutôt à droite, plutôt nationaliste, vous allez aimer Duplessis. Si vous êtes plutôt à gauche, plutôt internationaliste, vous allez détester Maurice Duplessis. Alors, comme depuis la Révolution tranquille, le Québec est dominé par l'idéologie de gauche, ben, Duplessis n'a pas bonne réputation dans les médias et dans les manuels d'histoire. Cependant, il commence à être réhabilité, ne serait-ce que de manière partielle, par les historiens professionnels. On en est revenu de la fameuse légende noire, l'époque de la Grande Noirceur. Mais la réalité sur Duplessis, c'est que de son temps, il soulevait beaucoup moins de controverses qu'il n'en a soulevé après sa mort. C'est après sa mort qu'on en a fait une espèce de porte-étendard, disons, de la droite ou de la gauche, mais dans son temps, les gens le voyaient comme un politicien comme les autres. On pouvait l'aimer, on pouvait le détester, on pouvait moins l'aimer, mais les opinions qu'on avait sur Duplessis dans les années 40-50 n'étaient pas aussi radicales que ce qu'il y a eu après la Révolution tranquille. Alors ça arrive avec des personnages historiques comme ça, que finalement, ils soulèvent un enjeu idéologique plus important après leur mort que de leur vivant, à cause de la récupération idéologique que les historiens en ont fait. Alors je vais essayer ce soir de vous présenter comment était Maurice Duplessis, porter un jugement nuancé sur lui. Il n'était pas, certainement pas aussi mauvais que ce qu'on le dit habituellement. Il n'était peut-être pas non plus aussi excellent que certains gens de droite se l'imaginent aujourd'hui. En fait, Duplessis il est né en 1890 à Trois-Rivières. Ses parents, son père, Néry Duplessis, avait été député de Trois-Rivières à l'Assemblée législative à Québec. Dans ce temps-là, ça ne s'appelait pas l'Assemblée nationale, ça s'appelait l'Assemblée législative. C'était un député conservateur. Il a siégé de 1886 à 1900. Ensuite, il a été nommé juge. Néry Duplessis n'était pas une bête politique autant que son fils. À un moment donné, c'est un peu tanné de la politique. Il a préféré recevoir une nomination de juge. Mais c'était un ami de l'évêque de Trois-Rivières, Monseigneur Laflèche, qui était le chef de file des Ultramontains. Alors donc, très jeune, Duplessis a vu Monseigneur Laflèche aller chez lui. Et il a commencé son éducation politique en écoutant les conversations de son père avec ses amis. Alors, quand son père recevait des Monseigneur Laflèche ou d'autres personnages politiques chez lui, Duplessis se levait de son lit, il allait se cacher en dessous de l'escalier, il avait 6-7 ans, et il écoutait les conversations. Il ne fallait pas qu'il se fasse prendre par son père, parce que son père lui aurait peut-être amené dans son lit à la méthode de l'époque. Mais c'est comme ça que Duplessis a commencé son éducation politique. Il venait d'une famille de 4 enfants, il était le plus jeune, il avait 4 sœurs aînées. Il a étudié ensuite au Collège Notre-Dame à Montréal, collège qui était assez prestigieux, il était pensionnaire, et à ce moment-là, le célèbre frère André travaillait comme portier au Collège Notre-Dame. C'est lui qui coupait les cheveux des élèves et il ramassait de l'argent, c'était 5 sous la coupe. Et c'est comme ça qu'il ramassait de l'argent pour construire la première chapelle sur le Mont-Royal, qui va devenir le premier oratoire Saint-Joseph. Donc, il a coupé les cheveux à Duplessis. Duplessis faisait des commissions pour lui, parce que c'était un petit garçon de 10 ans, alors ça court vite, ça. Alors, il lui envoyait porter des messages un peu partout dans le collège. Duplessis va toujours rester très attaché au frère André. Quand le frère André est mort en 1937, c'est Maurice Duplessis qui a payé de sa poche le cercueil pour les funérailles du frère André. Et il a hérité du frère André une grande dévotion à Saint-Joseph. Duplessis allait à la messe à tous les mercredis. Le mercredi, c'est la journée consacrée à Saint-Joseph. Il prenait ses grandes décisions politiques le mercredi parce qu'il voulait se mettre sous la protection de Saint-Joseph. Et comme par hasard, quand il déclenchait des élections, c'était toujours un mercredi, le jour de Saint-Joseph. C'était un collégien brillant. Alors, il était très fort en français, en histoire, un petit peu moins en anglais et en mathématiques, quand on regarde ses notes, mais c'était certainement un premier de classe. Il a ensuite étudié le droit à l'Université Laval à Montréal.
À ce moment-là, l'Université Laval, l'Université de Montréal n'existait pas encore, c'était une succursale de l'Université Laval à Montréal. Il a donc fait des études de droit et il est reçu avocat en 1913. Il pratique à Trois-Rivières. Quel genre de pratique juridique? Ben, il défendait finalement des petites gens. Ses clients, c'était souvent des ouvriers qui avaient été victimes d'accidents de travail et qui voulaient obtenir un remboursement de leur compagnie. C'était très difficile à l'époque parce que la CSST n'existait pas. Il y a eu parfois quelques grosses entreprises comme clients. Il y a eu quelques dossiers qui lui avaient été confiés par la Shawinigan Water and Power Corporation, qui était la grande entreprise hydroélectrique qui avait développé au début du siècle des barrages dans la région de Shawinigan, là, sur la rivière Saint-Maurice. Mais en général, c'était plutôt une clientèle assez modeste. C'était pas un homme riche. Duplessis avait une maison bien ordinaire. Et puis quand il est mort, il y avait même des dettes. Alors, c'est jamais quelqu'un qui s'est enrichi, ni dans la pratique du droit, ni dans la politique. Lorsqu'il était avocat, il s'est associé à une secrétaire qui va lui être fidèle toute sa vie, Auréa Cloutier, une femme extraordinaire, qui était un peu comme Duplessis. Elle était célibataire et elle ne vivait que pour et par la politique. Exactement comme Duplessis, qui ne s'est jamais marié et qui s'est consacré toute sa vie à la politique. Alors, Auréa Cloutier, je pense qu'elle avait un rôle très important dans le gouvernement de Duplessis. On dit souvent que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Bien, probablement qu'en réalité, Auréa Cloutier était le numéro 2 dans le gouvernement de Maurice Duplessis. Duplessis se présente en 1923 pour la première fois aux élections provinciales sous l'étiquette du Parti conservateur. Il perd l'élection. À ce moment-là, c'était Arthur Sauvé, qui était le chef du Parti conservateur du Québec. Un homme assez digne, mais le Parti conservateur avait beaucoup de difficultés à s'imposer dans ce temps-là parce qu'il avait été brûlé en 1917 par la crise de la conscription. Alors en 1917, on est pendant la Première Guerre mondiale, c'est le Parti conservateur de Robert Borden qui est à Ottawa. Et en 1917, il décide d'imposer la conscription, c'est-à-dire le service militaire obligatoire. La mesure était populaire chez les Canadiens anglais, mais très impopulaire chez les Canadiens français, qui n'étaient pas intéressés à aller mourir sur les champs de bataille européens en portant l'uniforme de Sa Majesté britannique. Il faut se rappeler aussi que la crise de la conscription était dans le contexte de la crise du règlement 17 en Ontario, où on venait d'abolir les écoles françaises. Alors, on abolit les écoles françaises en Ontario, puis en même temps, on demande aux Canadiens français d'aller dans les tranchées pour se battre pour l'Angleterre. Ça ne passait pas beaucoup. Il y a même eu à Québec, en 1918, une émeute qui a fait 4 morts. Et ici, vous voyez sur l'article de la presse, on dit 5 civils sont tués. En réalité, c'était 4. C'était l'article du lendemain. Les journaux ne sont jamais toujours très, très précis le lendemain des événements. Mais n'empêche que ça a été un événement assez marquant. Et ça a brûlé carrément le Parti conservateur. Dans l'entre-deux-guerres, le Parti libéral n'avait rien qu'à rappeler le fantôme de la conscription et il se faisait élire. Duplessis lui-même avait fait un discours en faveur de la conscription en 1917. Il avait reçu des tomates et des œufs pourris. Il en a retenu la leçon et lors de la Deuxième Guerre mondiale, il va prendre position contre la conscription. Il savait qu'au Québec, ça ne passait pas. Mais le Parti conservateur avait été tellement affaibli par la crise de la conscription que les libéraux ne présentaient même pas de candidat dans le comté du chef du Parti conservateur provincial pour être sûr qu'il soit élu. Parce qu'il aurait été capable de battre tous les conservateurs partout au Québec, mais ça va mal les systèmes parlementaires quand il n'y a pas d'opposition. Alors, ils s'arrangeaient toujours, les libéraux s'arrangeaient pour laisser 3 ou 4 conservateurs se faire élire, dont le chef, pour avoir une opposition à l'Assemblée législative. C'était dans les années 1920, Louis-Alexandre Taschereau, qui était premier ministre. Alors, c'était l'homme de la célèbre famille Taschereau de la Beauce. Son oncle avait été archevêque de Québec et cardinal, le cardinal Taschereau. Son autre oncle avait été juge à la Cour suprême du Canada. D'autres Taschereau ont été députés, ont été juges. Alors, la famille Taschereau est une espèce de famille aristocratique dans la région de la Beauce. Et Louis-Alexandre était à ce moment-là premier ministre.
En 1929, Arthur Sauvé décide de quitter le Parti conservateur provincial pour faire le saut en politique fédérale et il est remplacé par Camillien Houde, qui va être chef du Parti conservateur du Québec de 1929 à 1933. Camillien Houde était un homme politique de style particulier. C'était quelqu'un qui venait de Montréal, quartier ouvrier de Montréal, c'était le petit gars de Sainte-Marie. Il n'avait pas été à l'école plus que la 7e année. C'était un autodidacte. C'était un populiste. Alors, on était à l'époque de la crise économique et il tenait un discours très hostile aux capitalistes, aux bourgeois. Il disait, quand je vais être au pouvoir, je vais écraser les chapeaux de forme des bourgeois. Il avait un style un peu fasciste. D'ailleurs, il avait reçu une décoration du gouvernement de Mussolini et il était très fier de la porter. Et probablement que cet homme-là, s'il avait été en Europe, il aurait milité dans un parti fasciste. Mais comme ça n'existait pas ici, il s'est retrouvé dans le Parti conservateur. Mais il ne cadrait pas très bien dans le Parti conservateur, qui est en fait un parti bourgeois, justement, un parti lié à la grande entreprise, à la haute finance et tout ça, un bon parti libéral au sens philosophique du terme. Et puis, comme il n'y a pas eu des succès très forts aux élections de 1931, même si on avait beaucoup d'espoir, parce que c'était la Grande Dépression, alors il y avait beaucoup d'insatisfaction, bien, finalement, le Parti conservateur va décider de s'en débarrasser et de le remplacer par un candidat qui avait plus le profil de ce qu'on aimait chez les vieux bleus dans le Parti conservateur, Maurice Duplessis. Duplessis remporte le congrès à la direction qui s'est tenu à Sherbrooke en 1933. Hood s'était représenté à nouveau, mais il y avait eu très peu de votes. Alors Hood en a voulu à Duplessis pendant une quinzaine d'années, mais finalement, ils vont se réconcilier un peu plus tard, en 1948. Je vous en reparlerai de ça. Nous sommes en pleine crise. Les libéraux sont au pouvoir depuis très longtemps. En fait, le Parti libéral du Québec est au pouvoir depuis 1897. Ils ont été au pouvoir pendant 39 ans de suite. Et là, il commençait à y avoir l'usure du pouvoir, une insatisfaction, et il y a eu une scission dans le Parti libéral. Alors, il y a un groupe de libéraux qui ont formé l'Action libérale nationale. L'Action libérale nationale était dirigée par Paul Gouin, alors que vous voyez ici, il est à gauche de l'écran. Et lui, c'était le fils de l'ancien premier ministre libéral du Québec, Lomer Gouin. Une autre figure marquante de ce parti-là, c'était le docteur Philippe Hamel, un dentiste de Québec, qui militait en faveur de la nationalisation de l'hydroélectricité. Ce parti avait des idées assez d'avant-garde. C'était un parti qui se réclamait ouvertement de la doctrine sociale de l'Église. Son programme avait été rédigé en collaboration avec Lionel Groulx. Donc, même s'il était issu du Parti libéral, ce n'était pas vraiment un mouvement libéral, c'était plutôt un mouvement nationaliste et catholique qui rejetait en fait les deux vieux partis, les rouges et les bleus, qui considéraient comme vendus au système capitaliste dans un cas comme dans l'autre. Leur modèle, c'était par exemple Salazar, le régime catholique du Portugal. Salazar, c'était leur modèle de chef d'État. Mais, au fond, il y avait quelque chose d'autre derrière ça. Il y avait comme un conflit de génération à l'intérieur du Parti libéral. Ceux qui ont fondé l'Action libérale nationale, c'était des jeunes libéraux, c'est-à-dire, entendons-nous, jeunes 40-50 ans à peu près. Parce que tous ceux qui étaient ministres, c'était des 70 ans et plus. Alors, la scission de l'Action libérale nationale, c'est un peu un conflit entre les libéraux les plus vieux et les plus jeunes qui étaient frustrés de ne pas pouvoir avoir des postes de ministre, parce que Tachereau était là avec sa vieille clique, puis c'était toujours la même vieille clique qui était là depuis 20 ans. Ça explique un peu pourquoi l'Action libérale nationale n'a pas duré longtemps. Parce que même si des gars comme Paul Gouin et Philippe Hamel et quelques autres étaient des hommes d'idées, des hommes de conviction, la masse finalement de leurs militants, c'était des libéraux frustrés qui ont été bien heureux de revenir au Parti libéral lorsque Tachereau va céder sa place à Adélard Godbout et qu'Adélard Godbout va ouvrir les portes aux plus jeunes dans le Parti libéral. Mais n'empêche qu'aux élections de 1935, on se retrouve avec trois partis. Le Parti libéral de Louis-Alexandre Tachereau,
le Parti conservateur de Maurice Duplessis et l'Action libérale nationale de Paul Gouin. Deux partis d'opposition face à un parti au pouvoir dans un système parlementaire de type britannique. C'est le parti au pouvoir qui reste parce que le vote de l'opposition est divisé en deux. Alors donc, les Duplessis et Gouin ont décidé en 1935 de faire une alliance. Ils se sont entendus de la manière suivante. Il y avait 90 comtés au Québec, les conservateurs présentaient 30 candidats, l'Action libérale nationale 60. Si l'Alliance remportait les élections, c'est Duplessis qui devenait premier ministre. Mais c'est Paul Gouin qui choisissait la majorité des ministres. Parce que l'Action libérale nationale était à ce moment-là plus populaire que le Parti conservateur. Les libéraux s'en sont quand même tirés en 1936. Taschereau va se faire réélire, mais vraiment par quelques comtés. Là. Ils ont frôlé la défaite. Et Duplessis va mener à l'Assemblée législative une enquête sur les comptes publics. Le comité des comptes publics, c'est un comité spécial qui existe encore aujourd'hui, et qui étudie les crédits du gouvernement, les ministères, là où va l'argent, là où c'est dépensé. Alors, d'habitude, ça n'intéresse pas grand monde, les discussions du comité des comptes publics, mais Duplessis avait décidé d'en faire une tribune pour attaquer la corruption du gouvernement de Taschereau. Et il a effectivement mis à jour quelques scandales. C'était des choses assez minimes en comparaison des scandales qu'on a vus, par exemple, avec les commandites puis la commission Gomeray ou les contrats de voirie et la commission Charbonneau. Dans ce temps-là, la corruption nous ferait sourire aujourd'hui, mais il y avait des petites choses comme, par exemple, le frère d'Alexandre Taschereau qui gérait le budget de l'Assemblée législative. Il mettait l'argent à la banque, mais les intérêts de l'argent, il mettait ça dans son compte, sans dire à personne. On voyait aussi des députés libéraux qui donnaient dans les régions de colonisation des chèques aux colons, mais si le colon avait la réputation d'être un conservateur, il l'attendait plus longtemps que s'il était un libéral. On a vu aussi le ministre de l'Agriculture, Irénée Vautrin, se payer un voyage en Floride avec la voiture officielle et le chauffeur du gouvernement. Alors, ça le scandalisait à l'époque. Aujourd'hui, les ministres, ils se déplacent en avion. Là. Ils font des voyages privés pour leurs enfants en avion. Alors, c'est vraiment pas grand-chose qu'il y avait, mais ça a quand même éclaboussé le gouvernement. Et Taschereau a donné sa démission. Il commence à être usé, le bonhomme, et on le remplace par Adélard Godbout, qui était ministre de l'Agriculture. Adélard Godbout était un homme vraiment d'envergure, un homme qui était capable de tenir tête à Duplessis. Il avait fait des études aux États-Unis, à Boston, je crois. Il avait été le premier agronome diplômé au Québec. Il a fondé l'école d'agriculture de l'Apocatière, qui est aujourd'hui rattachée au cégep de l'Apocatière. Alors, c'était un grand promoteur de l'agriculture moderne, industrielle, scientifique. C'était pas un avocat, c'est assez rare des premiers ministres qui n'étaient pas avocats, mais lui n'était pas avocat. Il était jeune, et quand il a formé son conseil des ministres, il a écarté tous les anciens ministres de Taschereau. Alors ça vous montre comment Taschereau avait une mauvaise réputation. Il prend une nouvelle équipe de ministres au complet, mais il n'a quand même pas réussi à se faire élire aux élections suivantes, parce que là, l'Union nationale, qui était une alliance de deux partis, va se fusionner en un parti, qui va prendre le nom de Union nationale. Donc, il n'y a plus de conservateurs, il n'y a plus d'Action libérale nationale. Duplessis a réussi à s'imposer assez rapidement comme chef de l'Union nationale, parce que tous les députés de l'Action libérale nationale aimaient mieux Duplessis que Paul Gouin. Duplessis était plus sympathique, il était un politicien plus habile, c'est lui qui avait frappé à mort le gouvernement Taschereau dans la commission des enquêtes publiques. Et finalement, Paul Gouin, c'était un homme d'envergure, un grand intellectuel, un homme de culture, mais il n'avait pas la couenne assez dure pour faire de la politique. Puis il avait un tempérament un peu dépressif. Quand l'élection arrivait, il tombait toujours en dépression, puis se demandait toujours s'il était pour se présenter ou non. Par la suite, Duplessis va le récupérer et va lui confier la direction du musée de la province de Québec, qui est aujourd'hui le musée des Beaux-Arts.
du Québec. Et ça, il a fait un excellent travail. C'était vraiment un homme de culture. Il a fait un excellent travail, mais il n'y avait sûrement pas ce qu'il fallait pour faire de la politique. Le programme de l'Union nationale en 1936 était très ambitieux. Il y a des choses qui ont été réalisées, des choses qui n'ont pas été réalisées. Là, je vous le mets sous forme de tableau. Alors, Crédit agricole et colonisation. Alors, Duplessis prônait la création de l'Office de crédit agricole qui existe encore aujourd'hui et qui prête aux agriculteurs de l'argent pour investir dans la modernisation de leurs fermes. Parce qu'à cette époque-là, ça sera encore vrai aujourd'hui, les banques ne prêtent pas à des agriculteurs. Donc, il faut un certain soutien de l'État. Il y avait un programme aussi de soutien à la colonisation qui était assez ambitieux, mais soyons honnêtes, qui avait quand même été commencé par le gouvernement Tachereau avant. Il propose d'électrifier les campagnes, l'Office d'électrification rurale. Ça savait que ça causait un problème parce que l'électricité était sous le contrôle de compagnies privées dans ce temps-là. Et les compagnies privées desservaient les villes, à la limite les villages dans les campagnes, mais aller desservir les fondrans, c'était trop coûteux, hein, parce qu'il n'y avait pas assez de clients, puis il fallait faire des poteaux avec des fils. Alors donc, finalement, c'est l'État qui va suppléer à cette carence de l'entreprise privée par l'Office d'électrification rurale. Il prône la municipalisation de l'électricité. Donc, Duplessis voulait quand même enlever l'électricité à l'entreprise privée progressivement, mais par le biais de coopératives locales de niveau municipal. Il propose d'accepter les pensions de vieillesse du gouvernement fédéral. Jusqu'alors, le Québec avait refusé les pensions de vieillesse pour une question d'autonomie, en disant que ça relève de la famille, les pensions de vieillesse, donc ça relève des provinces. Alors, il y avait ça. Puis, il y avait aussi l'idée que si on donne des pensions de vieillesse, tôt ou tard, les enfants vont laisser tomber leurs parents, puis s'en occuperont plus. Et regardez où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui. Je me demande si l'argument qu'on invoquait contre les pensions de vieillesse dans les années 30 n'avait pas un certain fondement. Il y avait aussi beaucoup de problèmes des accidents de travail, parce que quand quelqu'un se blessait sur son travail, l'évaluation de son dommage était faite par un médecin qui était choisi par la compagnie. L'accidenté n'avait pas le libre choix de son médecin. Les syndicats réclamaient ça, le libre choix du médecin pour avoir quelqu'un qui soit plus favorable à l'accidenté qu'au patron. Alors ça, c'est une chose qui avait été promise, qui a été réalisée par le premier gouvernement Duplessis. Il a également adopté une loi qui interdisait aux ministres d'être membres de conseils d'administration de compagnies privées. Ça aussi, c'est une loi qui existe encore aujourd'hui. Il y avait beaucoup de ministres du gouvernement Tachereau qui étaient membres de compagnies privées. L'Omer Gouin, par exemple, l'ancien premier ministre, était, en même temps qu'il était premier ministre du Québec, il était vice-président de la Banque de Montréal. Alors, c'est des choses qui nous paraissent scandaleuses aujourd'hui, mais il a fallu Duplessis pour adopter une telle mesure. Pour ce qui est de l'éducation, ben, c'était clair, l'éducation devait rester entre les mains de l'Église. L'État pouvait aider financièrement les communautés religieuses, mais certainement pas prendre en charge le domaine de l'éducation. Par contre, il y a eu des promesses qui ont été faites lors des élections de 1936 qui n'ont pas été tenues par le gouvernement de Duplessis. Il avait promis d'adopter des lois antitrust. À l'époque, les grandes compagnies multinationales, on appelait ça les trusts. Les gens étaient tous persuadés que la crise économique, c'était voulu par les grandes compagnies. Vous avez probablement raison. Et on réclamait des lois pour briser les monopoles des grandes entreprises. Ça, Duplessis ne l'a pas fait. Duplessis restera toujours un partisan du capitalisme, de la libre entreprise. Il avait promis de réformer le Conseil législatif, qui était un peu comme le Sénat à l'époque. Il ne l'a pas fait. Il avait promis d'abolir les caisses électorales occultes. Il ne l'a pas fait. Il va falloir attendre la loi sur le financement des partis politiques du gouvernement de René Lévesque en 1977 pour qu'on touche à la question du financement des partis politiques. Alors, mais c'était dans le programme de l'Action libérale nationale. Hein, vous voyez, il était très à l'avant-garde, ce programme-là. Il avait promis de nationaliser l'hydroélectricité et il n'a pas tenu sa promesse. Ça, c'est le plus grand reproche que les gens de l'Action libérale nationale lui ont fait dans son gouvernement de 36-39.
il y avait peut-être raison, il y avait peut-être tort. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Quand, dans les années 30, on parlait de nationaliser l'électricité, c'était pas dans une optique nationaliste. C'était pas dans l'idée que les Canadiens français devaient prendre le contrôle de leur richesse naturelle, comme lorsque René Lévesque a nationalisé en 1963. Ça, c'était l'argument en 1963, c'était un argument nationaliste. Mais dans ces années-là, on reprochait simplement aux compagnies d'électricité de charger trop cher, d'avoir des tarifs trop élevés. Et on disait, si l'État prend ça en charge, bien, les tarifs vont baisser. Quand Adélard Godbout va revenir au pouvoir, en 1944, il va nationaliser la Compagnie d'électricité de Montréal, il va créer l'Hydro-Québec, et effectivement, ça a amené une baisse des tarifs d'électricité, mais ce n'était pas par nationalisme que Godbout a créé l'Hydro-Québec en 1944. Là, des fois, dans nos livres d'histoire, on transplante des mentalités des années 1960 aux mentalités des années 1930. Donc, Duplessis n'a pas respecté sa promesse. Mais Duplessis va quand même réussir à obtenir des compagnies d'électricité des baisses de tarifs. Il a dit, OK, on ne vous nationalise pas, mais baissez vos tarifs. Ils ont baissé les tarifs. Essayez d'imaginer si aujourd'hui, un premier ministre du Québec réussissait à obtenir de Hydro-Québec, qui est pourtant une société d'État, des baisses de tarifs d'électricité. Je pense que ce gars-là serait réélu jusqu'à sa mort. Aujourd'hui, le premier ministre du Québec tremble devant Hydro-Québec. Dans ce temps-là, Duplessis avait quand même marqué un bon point. Pour ce qui est des promesses d'assurance sociale, ben non, ça n'a pas été vraiment tenu. L'Union nationale se réclamait de la doctrine sociale de l'Église catholique, mais n'a jamais rien fait pour vouloir la mettre en œuvre. De toute façon, ça aurait été impossible au Québec. Pourquoi? Bon, premièrement, le Québec n'était rien qu'une province. Les leviers économiques sont à Ottawa. Puis deuxièmement, le Québec est beaucoup trop proche des États-Unis, de New York. Sortir de l'ordre capitaliste, ça aurait été impossible pour le Québec dans ces années-là. Probablement encore impossible aujourd'hui. Aux élections de 1936, donc, l'Union nationale remporte une victoire haut la main. Duplessis crée un cabinet qui était assez équilibré entre les anciens conservateurs et les gens de l'Action libérale nationale. Il adopte différentes mesures législatives, je vous en ai parlé un peu, l'Office du crédit agricole, l'électrification rurale. Il crée un ministère de la Santé pour la première fois. Sous Duplessis, il y a eu un grand développement du réseau de la santé, des hôpitaux. Il n'y en avait pratiquement pas d'hôpitaux, à part dans les grandes villes comme Québec et Montréal. Ben, quand Duplessis arrive au pouvoir en 1936, ben, quand Duplessis meurt en 1959, toutes les petites villes au Québec ont leurs hôpitaux. Regardez quand est-ce qu'ils ont été construits. C'est habituellement dans les années 30, 40, 50. Il accepte les pensions de vieillesse fédérale. Il adopte un programme d'aide financière aux mères nécessiteuses. Le terme fait un peu sourire aujourd'hui. En fait, c'est tout simplement l'ancêtre de l'aide sociale. Il adopte la loi du salaire raisonnable, qu'on va rebaptiser plus tard salaire minimum. Il accorde aux accidentés du travail le libre choix de leur médecin. Il a adopté aussi une loi en 1937 pour défendre la langue française. C'est la seule loi qu'il a adoptée pour défendre la langue française. Et cette loi-là disait qu'en cas de contradiction entre le texte français et anglais d'une loi provinciale, c'était le texte français qui devait l'emporter sur le texte anglais. Cette mesure-là existe aujourd'hui, elle fait partie de la Charte de la langue française, c'est très bien, mais la Constitution canadienne, l'acte de l'Amérique du Nord britannique, exige que le gouvernement du Québec adopte ces lois de manière bilingue. Les deux ont force de loi, les deux versions ont force de loi, mais ça arrive parfois qu'il y a des contradictions, parce que les traductions ne sont pas toujours parfaites. Et là, en cas de contradiction, le juge doit se référer au texte français. Alors, il adopte ça en 1937, mais ça a choqué beaucoup la communauté anglaise de Montréal qui ont protesté. Et en 1938, Duplessis recule. Là-dessus, il y aurait peut-être un reproche à faire à Maurice Duplessis. Il manquait un petit peu de nationalisme. Il était très bon pour défendre l'autonomie provinciale face à Ottawa, mais quand il s'agissait de défendre la communauté canadienne-française face à la minorité dominante anglaise de Montréal, là, il était un petit peu plus faible et on le voit là-dessus. Il a créé Radio-Québec
mais c'était simplement la loi. En réalité, il n'y a pas de poste de radio qui va être créé sous le nom de Radio-Québec, mais c'était pour compenser Radio-Canada qui venait d'être créé par le gouvernement fédéral en 1935. Il a adopté la célèbre loi du cadenas qui permettait au procureur général de la province, c'était lui ça, le procureur général de la province, ça lui permettait de fermer un édifice pendant 1 an s'il était prouvé que cet édifice servait à faire de la propagande communiste. Ce qui arrivait, c'était que les communistes à Montréal avaient beaucoup de difficultés à avoir des... Je dis à Montréal parce qu'évidemment, il n'y avait pas de communistes en dehors de Montréal à ce moment-là. Mais il y avait beaucoup de difficultés à avoir des salles pour faire leurs réunions parce que les salles étaient habituellement tenues par le clergé, les salles paroissiales, ils ne prêtaient pas ça des communistes, ou c'était des entreprises privées, capitalistes, qui n'aimaient pas les communistes. Alors les communistes avaient de la misère à avoir des salles, ils se sont dit, on va régler le problème, on va s'acheter des édifices, puis on va tenir nos réunions dans nos édifices. Et la loi du cadenas visait à fermer ce genre d'édifice. Ça a été contesté devant les tribunaux, ça va aller jusqu'en Cour suprême. C'est en 1950 que la Cour suprême va rendre son jugement, alors que la loi du cadenas va cesser d'être appliquée en 1939. Il y a eu quelques cas de la loi du cadenas, quelques applications, mais quand les libéraux reviennent au pouvoir en 1939, ils cessent d'appliquer la loi du cadenas. Et quand Duplessis va reprendre le pouvoir en 1944, il n'applique pas non plus la loi du cadenas. Donc, c'est des causes qui dataient des années 30 qui se sont rendues à la Cour suprême, et la Cour suprême va déclarer cette loi-là inconstitutionnelle en vertu du partage des pouvoirs, non pas en vertu des droits et libertés, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de charte des droits et libertés, mais la Cour suprême a dit, ben oui, le communisme, ça peut être considéré comme quelque chose de criminel, mais le droit criminel, ça relève du fédéral, ça ne relève pas des provinces. Donc, si la loi du cadenas avait été adoptée par le gouvernement fédéral, elle aurait été correcte, mais comme elle a été adoptée par une province, et il avait fait passer ça par le biais de la loi sur les cités et villes, ben là, la Cour suprême avait jugé que ça excédait la juridiction de Duplessis. Il y avait un juge qui a été dissident, par exemple, qui a défendu la loi du cadenas, un des juges de la Cour suprême, alors qu'il dit « Ah, les communistes, c'est des pourris, et toutes les mesures sont bonnes pour les écraser. » Vous savez comment il s'appelait, ce juge-là? Tenez-vous bien, Tachereau. C'était le frère de l'ancien premier ministre. Ou pas le frère... Là, il faudra voir le lien. En tout cas, c'était de la famille Tachereau. Et Tachereau a défendu Duplessis dans cette affaire-là. Mais ce qui est plus intéressant de savoir, c'est le nom de l'avocat qui a plaidé dans l'affaire de la loi du cadenas. Frank Scott, qui était professeur de droit à l'université McGill et qui est considéré comme le père de la Charte canadienne des droits et libertés. Ça a été un des professeurs de Pierre Elliott Trudeau, et Pierre Elliott Trudeau considère Frank Scott comme un de ses maîtres à penser. Dans les années 30, l'Église et l'État s'entendaient bien. Au temps de Tachereau, il y avait eu des petits conflits parfois entre l'Église et l'État, parce que dans le Parti libéral, il y avait toujours une petite aile anticléricale qui avait survécu, puis qui essayait de narguer l'Église sur des points qui peuvent nous paraître secondaires, mais qui à l'époque soulevaient des débats assez vifs. Alors avec Duplessis, c'était, en apparence du moins, la très bonne entente entre l'Église et l'État. En 1938, l'archevêque de Québec, le cardinal Villeneuve, avait présidé un congrès eucharistique et il avait reçu le titre de légat pontifical pour présider ce congrès eucharistique. Ça, c'est un titre de très grand honneur dans l'Église parce que le légat pontifical, c'est le représentant personnel du pape. Aujourd'hui, les papes se promènent, ils vont dans des pays étrangers, mais dans ce temps-là, ça ne se faisait pas. Alors, comme le pape ne pouvait pas aller dans un pays étranger, il nommait un légat pontifical qui avait notamment dans la liturgie, quand on célèbre une messe en présence d'un légat pontifical, c'est la même liturgie que si c'était le pape. Alors, c'est un représentant personnel du pape. Le cardinal Villeneuve avait obtenu ce poste-là et c'était un très grand honneur. Les Canadiens français étaient très honorés de ça. À l'époque, on pensait même que le cardinal Villeneuve était pour se faire élire pape. On espérait ça. Comme certains l'ont espéré du cardinal Ouellette, ils l'espèrent encore, mais ce n'est pas la première fois, on espérait ça du cardinal Villeneuve. Là, on surestimait peut-être un peu l'influence du cardinal Villeneuve, mais c'est vrai qu'il était très proche de Pie XII, de Pie XI aussi, mais également de Pie XII. Alors, et lors du congrès eucharistique,
Duplessis a fait un cadeau au cardinal Villeneuve. Il lui a offert un anneau en signe d'alliance entre l'Église et l'État dans la province de Québec. C'était strictement symbolique parce qu'en réalité, en vertu de la Constitution canadienne, la province de Québec est un État laïque depuis 1852. Depuis 1852, il y a eu un amendement dans la Constitution canadienne qui a proclamé la séparation de l'Église et de l'État. On ne s'en rendait pas compte au Québec parce que l'État et l'Église s'entendaient tellement bien qu'on avait l'impression que c'était un régime d'union, mais juridiquement, ce n'était pas le cas. Alors, bon, Duplessis et Villeneuve le savaient très bien, c'était un geste symbolique, mais un geste symbolique qui a soulevé la colère au Canada anglais. Alors, on parlait de Duplessis comme d'une espèce de dictateur clérico-fasciste. On ressortait les vieilles légendes de la priest-ridden province, hein, la province menée par les prêtres et tout ça. On prétendait que Villeneuve avait beaucoup d'influence sur Duplessis, ce qui n'est pas vrai. Duplessis n'était pas le genre d'homme à subir des influences de qui que ce soit, et même pas de quelqu'un qui avait le titre de légat pontifical. Duplessis, c'est lui aussi qui a accroché le crucifix à l'Assemblée nationale. On en parle beaucoup aujourd'hui. À l'époque, ça n'a soulevé aucun débat. Les journaux en ont à peine parlé, tellement ça paraissait normal. Il y a eu une résolution votée par tous les députés de l'Assemblée législative en faveur du crucifix, les députés protestants, et il y avait un député juif à l'Assemblée législative. Ils ont voté en faveur, comme les autres. Alors, vous voyez que quand un peuple se dit catholique et qui défend sa foi, ben, les minorités, qui ne sont pas privées du tout, mais les minorités acceptent qu'on puisse affirmer publiquement la prédominance de l'Église catholique. Duplessis a défendu beaucoup l'autonomie provinciale dès les années 30 en faisant une alliance avec le premier ministre de l'Ontario, Hepburn, qui était un libéral, lui. Il faut rappeler le contexte. Nous sommes en pleine crise économique. Le gouvernement fédéral met sur pied une commission d'enquête qui s'appelle la commission Rawls-Sirois. La commission Rawls-Sirois recommande finalement d'appliquer au Canada les politiques prônées par John Maynard Keynes, alors des politiques d'intervention de l'État dans l'économie. La première chose qu'on voulait faire, c'était d'établir un régime d'assurance chômage. Ça nous apparaît bien correct, bien normal, il y avait 30 de chômage au Canada dans ce temps-là. Mais sur le plan constitutionnel, les assurances, ça se rattache au droit civil, donc ça relève des provinces. Et les provinces se sont opposées au programme fédéral d'assurance chômage. Le fédéral l'a fait pareil, et les tribunaux, le Conseil privé de Londres, dans ce temps-là, on pouvait en appeler d'une décision de la Cour suprême du Canada à Londres, c'était le tribunal suprême de l'Empire britannique. Alors, le Conseil privé de Londres a déclaré la loi fédérale de l'assurance chômage inconstitutionnelle en vertu du partage des compétences. Alors donc, Duplessis et Hepburn voyaient venir ça. Il n'y avait pas que l'assurance chômage, il y avait une volonté de créer un État-providence, qu'on va appeler après l'État-providence, le welfare state. Et ça voulait dire que le gouvernement fédéral s'ingérait dans bien des domaines de juridiction provinciale. Alors, déjà, le front anti-centralisateur commence à se créer. Mais la guerre va venir bouleverser les choses. En 1939, septembre 1939, le Canada déclare la guerre à l'Allemagne et Duplessis décide de profiter de l'occasion pour déclencher des élections anticipées. Il avait été élu en 1936, il pouvait aller jusqu'en 1940, mais il décide de déclencher des élections en octobre, je crois, 1936. Il invoque l'autonomie provinciale parce que le gouvernement fédéral avait interdit aux provinces d'emprunter de l'argent aux États-Unis. Parce que le gouvernement fédéral voulait contrôler tout l'argent pour l'effort de guerre. Donc, il fallait avoir la permission du fédéral pour qu'une province ou une municipalité puisse emprunter de l'argent à l'extérieur du Canada. Alors, pour Duplessis, c'était une atteinte à l'autonomie provinciale. Ça, c'était son premier thème. Le deuxième, c'est la conscription. Duplessis se présente en défenseur des Canadiens français contre la conscription. Mais là, il a frappé un petit nœud parce que, dans le fond, ce n'est pas le gouvernement du Québec, c'est le gouvernement fédéral qui décide s'il va y avoir la conscription ou non. Le premier ministre du Canada, c'est le libéral William Lyon Mackenzie King et son lieutenant québécois, c'est Ernest Lapointe. À cette époque-là, le lieutenant québécois, c'était une espèce de co-premier ministre.
Parce qu'il faut savoir que le premier ministre du Canada ne parlait pas anglais à ce moment-là. Aujourd'hui, comme les premiers ministres du Canada sont bilingues, ils ont moins besoin d'un lieutenant québécois. Mais à l'époque, ça prenait vraiment un lieutenant québécois qui était perçu au Québec comme finalement l'alter ego du premier ministre parce que le premier ministre ne parlait même pas français. Alors King, pas King, mais Lapointe fait une promesse aux Québécois comme quoi qu'il n'y aura pas de conscription. Les libéraux s'engagent à ne pas appliquer la conscription. Ils rappellent la peur de la conscription, ils rappellent les conservateurs en 1917. Et Lapointe dit, ben, c'est qui peut le mieux vous protéger de la conscription? Moi qui est à Ottawa ou Duplessis qui est à Québec? Alors, évidemment, c'est celui qui est à Ottawa, c'est là que ça se décide. Et Lapointe va même dire, si Duplessis est réélu, moi je démissionne. Bon, il ne l'aurait jamais fait. C'était une promesse électorale pour faire peur au monde. Je ne pense pas que les gens ont eu si peur que ça. Mais n'empêche que la campagne provinciale est devenue une espèce de campagne pour ou contre la conscription. Mais des deux côtés, on promettait de ne pas avoir de conscription. Les libéraux vont l'emporter, mais c'est peut-être pas à cause de l'intervention de Lapointe et des promesses sur la conscription que le fait que le premier gouvernement de Duplessis avait été un peu chaotique pour toutes sortes de raisons. Et une des raisons importantes, c'est que Duplessis était un alcoolique. Alors, effectivement, là, dans l'après-midi, il ne savait plus trop ce qui se passait. Il pouvait gouverner le matin, mais l'après-midi, c'était une mauvaise habitude qu'il avait pris très jeune lorsqu'il était à l'université. Et ça faisait en sorte qu'il contrôlait assez mal ses ministres. Il y avait beaucoup de contradictions entre les ministres. Il y a eu aussi des affaires de patronage, des scandales. Rien que pour vous dire, à un moment donné, il y avait une fête bien arrosée au château Frontenac. Alors Duplessis a monté sa table et avec sa canne, il a commencé à casser les luminaires du plafond. Alors vous imaginez un premier ministre aujourd'hui qui ferait ça, il serait obligé de donner sa démission dès le lendemain matin. Mais dans ce temps-là, c'était comme ça, il n'y avait pas de problème. Il y avait probablement des journalistes dans la salle, mais ils n'en ont pas parlé. Ils étaient aussi sous Duplessis, eux autres. Alors, donc, mais ça va mal gouverner une province. Alors, tout ça a fait en sorte que le gouvernement de l'Union nationale, sans s'en rendre compte, même si ça a été un bon gouvernement qui adoptait bien des mesures d'avant-garde progressistes, finalement, il avait perdu un peu contact avec la population et il était rendu impopulaire. Et finalement, les bons vieux rouges, les bons vieux libéraux reviennent. Et si vous regardez les résultats, Union nationale, 15 sièges, c'est à peu près ce que le Parti conservateur allait chercher dans les années 1920-1930. On revient à la bonne vieille habitude. Le gouvernement de Adélard Godbout a été lui aussi un gouvernement très progressiste. Aujourd'hui, on présente Adélard Godbout comme un espèce de précurseur de la Révolution tranquille. On se dit, si Godbout était resté au pouvoir, bien, la Révolution tranquille aurait peut-être eu lieu dans les années 40 au lieu des années 60. Moi, je suis un petit peu sceptique face à ça. On a tendance en histoire, des fois, à faire des anachronismes, à projeter des mentalités d'une certaine époque sur une autre. Il ne faut pas oublier que Adélard Godbout était un bon catholique. Quand il était jeune, avant de faire ses études en agronomie, il avait fait des études au grand séminaire. Il se dirigeait vers le sacerdoce. Il a renoncé à ça pour des raisons de santé, parce qu'il avait un problème de genou assez difficile, qui a été guéri miraculeusement par le frère André. Alors ça, c'est assez spécial. Ça vaut la peine que je vous raconte ça. À un moment donné, Godbout fait un discours devant le Club de la Réforme. Le Club de la Réforme, c'était l'espèce d'édifice où étaient les bureaux du Parti libéral. Puis là, il dit, je vais vous raconter l'histoire d'un gars qui a été guéri par le frère André. Alors, tous les bons libéraux qui étaient là, c'était tous des libres penseurs, des francs-maçons pour plusieurs, des anticléricaux sur les bords. Alors évidemment, ça commence à sourire, sinon même à rire. Puis là, Godbout, il lui dit, le gars en question, c'est moi. Oh, là, ils ont arrêté de rire. Et il leur a raconté qu'il avait été miraculeusement guéri par le frère André. Son genou le faisait tellement souffrir qu'il pensait lâcher la carrière politique. C'était en 1931, ça. Alors, c'est assez drôle de voir que le frère André a été lié à Duplessis, mais également à son adversaire, Adélard Godbout. Alors, ce qui vous prouve que
le frère André était ni bleu ni rouge, il devait être au-dessus de ça. Mais toujours est-il que Godbout adopte plusieurs mesures dont on fait l'éloge aujourd'hui dans les livres d'histoire. Il donne le droit de vote aux femmes en 1940. Les femmes avaient le droit de vote au fédéral depuis 1918, mais il ne l'avait pas aux élections provinciales. Là, il le donne aussi aux élections provinciales. Il accepte l'assurance chômage fédéral. Il accepte qu'on change la Constitution canadienne pour que l'assurance chômage puisse être fédérale. Ça, c'est une grosse erreur que Godbout a fait. Parce que le programme d'assurance chômage va chercher beaucoup d'argent et ça donne au gouvernement fédéral des possibilités d'intervenir dans l'économie avec l'argent qu'il ne donne pas aux chômeurs. Donc, ça donne une masse financière de milliards et de milliards de dollars qui permet au gouvernement fédéral d'agir. Si cette masse financière avait été entre les mains du gouvernement du Québec, le gouvernement du Québec pourrait intervenir beaucoup plus. Le Québec s'est fait avoir en 40 là-dessus. Il ne se fera pas avoir dans les années 60 lorsque le fédéral va mettre sur pied le programme de Canada Pension Plan, le programme de fonds de pension. Et le Québec a créé son propre fonds de pension, le régime des rentes du Québec. Et ça donne au gouvernement du Québec des sommes considérables pour aider l'économie québécoise. Si en plus le programme d'assurance chômage était resté provincial, comme ça devait l'être en vertu de la Constitution, bien, ça donnerait au gouvernement du Québec encore des leviers d'intervention économique considérables. Pourtant, le fédéral voulait créer un programme pan-canadien de fonds de retraite dans les années 60. Toutes les provinces anglaises l'ont accepté. Il n'y a rien que le Québec qui a son propre régime de rente du Québec pour avoir justement ce levier d'intervention économique, mais l'Ontario, ça ne les intéressait pas, les autres provinces, ça ne les intéressait pas. Alors, de telle sorte que si vous êtes ontarien, si vous êtes albertain, si vous êtes manitobain, vous cotisez au Canada Pension Plan, mais si vous êtes au Québec, c'est au régime des rentes du Québec. Ça a été une erreur assez importante de Godbout que d'avoir cédé l'assurance chômage au fédéral. Il adopte une loi sur l'école obligatoire jusqu'à 14 ans. Il va créer l'Hydro-Québec, mais pas tellement pour des raisons nationalistes, comme je vous l'ai expliqué tantôt, plutôt pour des raisons vraiment financières. Il projette de créer un programme d'assurance maladie. Il accepte la construction de la voie maritime du Saint-Laurent. Ça aussi, c'est une autre erreur de Godbout, parce que ça l'a fait mourir le port de Montréal. Maintenant, le principal port de mer au Canada, c'est Toronto. Mais avant la voie maritime du Saint-Laurent, les bateaux étaient obligés d'arrêter à Montréal. Si vous voulez aller dans les Grands Lacs, on devait les décharger la cargaison, embarquer ça sur des bateaux plus petits qui pouvaient naviguer sur les Grands Lacs. Alors, ça a été une erreur. Bon, peut-être que Godbout n'avait pas le choix de toute façon, parce que la crainte du gouvernement canadien à ce moment-là, c'était que s'il ne faisait pas la voie maritime du Saint-Laurent, les États-Unis avaient leur propre projet de voie maritime, alors qui aurait été de New York jusqu'au lac Erie en passant par la rivière Hudson. Alors, donc, le Canada s'est dit, ben, c'est peut-être mieux malgré tout que ça reste au Canada. Alors là, ils ont forcé la main au gouvernement du Québec, mais Godbout n'a quand même pas été honnête dans cette affaire-là, parce qu'en même temps qu'on construisait la voie maritime du Saint-Laurent, on construisait le barrage hydroélectrique de Beauharnois sur le fleuve Saint-Laurent. Et lui, il a fait accroire à la population que les deux projets étaient liés, qu'il fallait accepter la voie maritime pour avoir la centrale hydroélectrique, ce qui n'a absolument rien à voir. Alors, le fait qu'il ait été obligé de mentir comme ça à la population, ça prouve qu'il était mal à l'aise avec cette décision-là. Mais il faut savoir que Godbout, ce n'était pas un nationaliste canadien-français, c'était un nationaliste pan-canadien, partisan du bilinguisme. Alors, son pays, c'était d'abord le Canada, ensuite le Québec, alors que Duplessis, c'était le contraire. Son pays, c'était d'abord le Québec, ensuite le Canada. À un moment donné, Godbout a fait une déclaration qui lui a fait beaucoup de mal. Pendant la guerre, il a dit « J'irais cirer les bottes des soldats canadiens en Angleterre si Mackenzie King me le demandait. » Il était tellement un partisan de la lutte contre l'horreur du nazisme qu'il était prêt à faire n'importe quoi, y compris d'aller cirer les bottes des soldats. Si le premier ministre du Canada lui demande. Vous pouvez vous imaginer comment Duplessis l'a ridiculisé. Le premier ministre du Québec, il cire une botte du premier ministre du Canada. Alors, cette
phrase malhabile lui a vraiment collé à la peau. Et en 1944, on va se rappeler de la crise de la conscription. Un personnage qui aidait pas beaucoup aussi Godbout, c'était son numéro 2, T.D. Bouchard, qui était très connu pour son anticléricalisme. Quand je vous disais que dans le Parti libéral, il y a toujours eu une petite aile anticléricale, dans les années 20-30, c'était T.D. Bouchard qui la représentait. Et T.D. Bouchard était ministre des Travaux publics. Alors, comme tout bon ministre des Travaux publics du Parti libéral, il y a eu des scandales de patronage qui s'en venaient, puis il a fallu que Godbout s'en débarrasse avant que les scandales éclatent. Alors, il a décidé de le nommer président de l'Hydro-Québec. Il était le premier président de l'Hydro-Québec. Et en même temps, le premier ministre du Canada le nomme sénateur à Ottawa. Plus besoin de se faire élire. Donc, à ce moment-là, il a sorti son anticléricalisme et son antinationalisme au grand jour. Il a fait au Sénat un discours contre l'Église catholique et le nationalisme canadien-français qui a tellement scandalisé que Godbout l'a démis de ses fonctions de président de l'Hydro-Québec. Donc, on ne pouvait pas le démettre de sa fonction de sénateur. En 1942, le premier ministre King tient un plébiscite, un référendum, pour demander aux Canadiens de le libérer de la promesse qu'il avait faite en 1940. Aux élections fédérales de 1940, il avait promis de ne pas établir la conscription. Alors là, il demande à être libéré de cette promesse-là. Son slogan, c'était pas nécessairement la conscription, mais la conscription si nécessaire. Il demandait d'avoir les mains libres pour appliquer la conscription si c'était nécessaire. Il fait un plébiscite, mais le problème, c'est qu'il demande à tout le Canada de le libérer d'une promesse qu'il avait faite simplement au Québec. C'était aux Canadiens français qui avait promis de ne pas faire la conscription. Et là, il demande à tout le Canada de le libérer de sa promesse. Regardez quels ont été les résultats. Bon, la question c'était, acceptez-vous de libérer le gouvernement de tout engagement antérieur au sujet de la conscription pour service outre-mer? Le Canada a répondu oui à 65 %. L'Ontario, oui à 84 %, mais le Québec, non à 72 %. Et si on regarde le vote des Canadiens français et aussi des Acadiens du Nouveau-Brunswick, les historiens estiment que les Canadiens français ont probablement voté non à 90 %. Donc, on voyait finalement les deux Canadas qui s'affrontaient. Les Québécois ont trouvé que c'était bien injuste, bien malhonnête. Et ils vont se revenger sur Adélard Godbout lors des élections provinciales de 1944. Dans le fond, Godbout a payé le prix de la trahison de Mackenzie King. Pour ce qui est d'Ernest Lapointe, lui, il est chanceux, il est mort en 1941, il n'était plus là. Qu'est-ce qu'il aurait fait s'il avait été là? Est-ce qu'il aurait appuyé King ou est-ce qu'il aurait démissionné? Son biographe estime qu'il aurait probablement démissionné, qu'il aurait combattu la conscription. Mais de toute façon, la question s'est pas posée, il était mort, tant mieux pour lui. Godbout, lui, ah oui, c'est ça que je voulais dire. Les Québécois se sont vengés sur Godbout aux élections de 1944. Mais quand arrivent les élections fédérales en 1945, ils réélisent haut la main les libéraux. Mackenzie King. Bon, c'était en octobre 1945, la guerre était finie, on avait déjà oublié ça. Ce qui vous prouve une chose, c'est que la mémoire de l'électorat, c'est très court. Quelques mois, puis il oublie les choses. Et c'est finalement Godbout qui a perdu les élections à cause de la crise de la conscription. Lors du référendum, Godbout a adopté la position la plus imbécile qui soit en politique, il est resté neutre. Il ne s'est pas prononcé ni pour ni contre la conscription. Duplessis était résolument contre. Et Godbout avait laissé ses ministres et ses députés militer soit pour le oui, soit pour le non. Pendant ce temps-là, Duplessis était contesté dans son parti, notamment par un jeune député qui s'appelait Paul Sauvé. C'était le fils d'Arthur Sauvé qui avait été chef du Parti conservateur dans les années 1920. Pendant la guerre, il a fait du service militaire, il était officier dans les fusiliers Mont-Royal et il a été combattre en Europe. Aux élections de 1944, il est candidat dans son comté de Terrebonne, mais pendant la campagne électorale, il était ses champs de bataille en France. Et c'est sa femme et son père qui avaient fait campagne pour lui. Alors, il y en a qui trouvaient que Duplessis, avec son problème d'alcoolisme, commençait à être un fardeau lourd.
et il songeait à le remplacer par Paul Sauvé. Alors, Duplessis était obligé de prendre la situation en main et d'arrêter de boire. En 1943, il a été très malade, il a été hospitalisé à Québec, il a reçu l'extrême-onction, il s'en est tiré quasiment miraculeusement. Il faut savoir que Duplessis avait un problème de diabète. Et quand vous mélangez l'alcool et le diabète, là, c'est vraiment très, très néfaste. Il décide d'arrêter de boire complètement et il va réussir. Vous pouvez voir la force de caractère qu'il avait. Arrêter de boire à 53 ans. Par la suite, il va toujours avoir un verre de jus d'orange dans la main. Parce que vous le savez, un ancien alcoolique doit toujours avoir un verre dans la main. Là. Non, je ne regarde pas Kenny, là. Mais c'est psychologique. Puis lui, c'était du jus d'orange. Alors, il y avait des caisses de jus d'orange dans son bureau quand il était premier ministre. Mais toujours est-il qu'il va réussir à rester comme chef de l'Union nationale et Paul Sauvé finalement va se rallier à Duplessis. Il va être pendant bien des années son ministre le plus important, son bras droit. Il va lui succéder en 1959. Duplessis remporte les élections de 1944 en misant surtout sur le sentiment de l'autonomie provinciale. Il va remporter également toutes les élections suivantes. Alors, vous voyez les résultats en termes de comté. En 1944, il remporte 48 comtés. En 1948, 82 sur 90. Ça a été un balayage de l'Union nationale. Les seuls comtés qui sont restés libéraux à ce moment-là, c'est les comtés anglophones de l'ouest de Montréal. Adélard Godbout a même perdu dans son comté. Et celui qui va être temporairement chef du Parti libéral, c'était le député de Westmount qui s'appelait Mahler. Alors ça donnait une drôle d'impression. C'est comme si l'Union nationale, c'était le Parti des Canadiens français. Et le Parti libéral, c'était le Parti des Anglais de Montréal. En 1952, les libéraux ont remonté un petit peu, mais l'Union nationale remporte haut la main. Même chose en 1956. Vous voyez les résultats en termes de pourcentage de voix, 51, 50, 52. L'Union nationale était imbattable. Il y avait une machine électorale très bien rodée grâce au trésorier du parti, Gérald Martineau, qu'on va discréditer beaucoup après la mort de Duplessis en disant qu'il a fait beaucoup de patronage. Là encore, ça a été très exagéré, mais il va quand même être condamné, je crois, à 4 mois de prison pour une affaire assez mignonne. Joe Bégin, lui aussi, va être... Non, lui, je pense qu'il n'a pas été condamné à la prison. Il a été poursuivi, mais il s'en est tiré. Lui, c'était l'organisateur. Maintenant, on va voir c'est quoi les grandes lignes de ce qu'on pourrait appeler le duplessisme. Hein. Duplessis va être au pouvoir de 1944 à 1959. Alors, on va voir quelles sont les grandes lignes de sa doctrine et de son gouvernement. Commençons par son point le plus important, le plus fort, la défense de l'autonomie provinciale. L'autonomie provinciale, c'était pas quelque chose de tellement nouveau. Déjà à la fin du 19e siècle, le premier ministre Honoré Mercier en avait parlé. Les premiers ministres libéraux comme Tachereau ont défendu aussi l'autonomie provinciale. Duplessis n'a pas inventé le terme, mais il en a fait sa marque de commerce. Alors pour lui, le Canada, c'était un pacte entre deux nations et ça reposait sur le principe de la souveraineté des provinces. Le gouvernement fédéral, c'est l'enfant des provinces. Les provinces délèguent leur pouvoir à l'État fédéral. Donc, on défend l'autonomie provinciale, mais pour défendre l'autonomie provinciale, il faut défendre l'autonomie financière. C'est pour ça qu'en 1954, il a créé un impôt provincial sur le revenu, ce que vous n'avez pas dans les autres provinces. En Ontario, on fait un seul rapport d'impôt au fédéral. Ensuite, le fédéral renvoie de l'argent au gouvernement provincial, mais au Québec, on fait 2 rapports d'impôt. Ça, Duplessis tenait à ça pour bien montrer que c'était important, le gouvernement provincial. On n'a pas la même perception du gouvernement provincial au Québec et dans les autres provinces. Au Québec, le gouvernement provincial, c'est un État national. C'est l'État national des Canadiens français. Et le gouvernement fédéral, c'est un État binational un peu étranger avec lequel on fait une alliance temporaire. Dans les autres provinces, on ne voit pas comme ça. L'État national, c'est Ottawa, c'est le gouvernement canadien. Duplessis, sa défense de l'autonomie provinciale a toujours été axée sur la défense de l'autonomie financière.
Et j'aimerais ici faire une comparaison entre le Québec et l'Écosse. Vous savez que l'année dernière, non, il y a 2 ans, en 2014, l'Écosse a tenu un référendum sur son indépendance. Ça n'a pas passé. Ils ont obtenu 45 % en faveur de l'indépendance. Mais bien des observateurs disaient qu'en fait, le Parti national écossais ne veut pas vraiment l'indépendance de l'Écosse, mais veut renégocier quelque chose avec Londres. Et ce qu'ils veulent négocier essentiellement, c'est leur autonomie financière. Parce qu'en vertu de la Constitution du Royaume-Uni, le gouvernement de l'Écosse a plus de pouvoir qu'une province canadienne. Mais en réalité, ils ne peuvent pas rien faire parce qu'ils n'ont pas de scène. Alors, ils ont des pouvoirs sur papier, mais ils n'ont pas une action réelle sur le terrain. Et ce que les nationalistes écossais voudraient, c'est que leur gouvernement écossais, sans nécessairement se séparer du Royaume-Uni, ait un pouvoir d'action par une autonomie financière. Alors, les Écossais sont aujourd'hui au même stade que les Québécois l'étaient dans les années 1950. On passe vraiment par les mêmes étapes et c'est grâce à Duplessis qu'on a franchi cette étape-là importante. Duplessis est contre le centralisme, la centralisation, pour lui c'est l'équivalent du totalitarisme. Alors il disait toujours, regardez la Russie communiste, c'est centralisé, regardez l'Allemagne nazie, c'est centralisé, tous les régimes centralisés sont en soi totalitaires. Alors des fois il y avait des formules un peu amusantes, par exemple il disait rouge à Québec, rouge à Ottawa, rouge à Moscou. C'était une manière d'établir une espèce de continuum entre les libéraux provinciaux, fédéraux, et les communistes à Moscou. C'était une boutade, mais c'est quand même vrai que dans le Parti libéral, il y avait des philo-communistes. Il y en a un, entre autres, qui s'appelait Pierre-Éliott Trudeau. Mais il y en avait d'autres aussi. Remarquez que les libéraux lui rendaient bien la monnaie de sa pièce à Duplessis quand il parlait de l'union nationale. Hein? Mais pour Duplessis, le modèle par excellence de fédéralisme, c'est les États-Unis. Ça peut nous paraître drôle aujourd'hui, mais dans les années 50, ça ne l'était pas parce que les États-Unis étaient beaucoup plus décentralisés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, le fédéralisme américain est très, très centralisé, beaucoup plus que le fédéralisme canadien. Les États n'ont pas défendu beaucoup leur autonomie après la Deuxième Guerre mondiale. Mais effectivement, avant la Deuxième Guerre mondiale, les États américains avaient beaucoup plus de pouvoir, d'autorité que les provinces canadiennes. C'est assez drôle parce que le Canada, c'est une fédération qui a été créée centralisée, puis avec le temps est devenue décentralisée. Les États-Unis, c'est le contraire. Ça a été une fédération qui a été créée centralisée, et avec le temps, elle est devenue centralisée. À un moment donné, Duplessis a dit « Le Québec pourrait se retirer de la Confédération si les autres provinces le trouvaient trop encombrant. » Là, il ne faudrait pas exagérer et s'imaginer que Duplessis a été un séparatiste ou un précurseur du séparatisme. Je pense que ça, cette idée-là d'un Québec indépendant ne lui a certainement jamais effleuré l'esprit. Duplessis est né en 1890, c'était l'époque de l'Angleterre victorienne. Duplessis était un grand admirateur des Britanniques. C'était pas un nationaliste d'Action française à la manière de Lionel Groulx. C'était vraiment quelqu'un qui a été marqué par le prestige de l'Angleterre victorienne. On ne sait pas si Duplessis a eu une femme dans sa vie ou non. Il y avait beaucoup de rumeurs à ce sujet-là, mais les rumeurs disaient qu'effectivement, il y avait une dame, une riche dame de Montréal, anglophone, qui était sa maîtresse. Et, enfin, sa maîtresse, le mot peut-être un peu fort, son ami de cœur, disons. Mais attendez, là, il y avait 60 ans, les deux, là, alors que les passions de la jeunesse étaient peut-être passées. Mais toujours est-il que, bon, on peut voir par là, en tout cas, que Duplessis aimait beaucoup la communauté anglaise de Montréal. Il était très à l'aise avec eux. Alors, l'idée d'en faire une espèce de proto-séparatiste, comme on a fait un peu dans la série télévisée Duplessis, là, c'est un peu exagéré, je pense. Mais Duplessis, c'était la défense de l'autonomie provinciale, Québec d'abord. Duplessis donne à sa province, les libéraux donnent aux étrangers. Parce qu'il reprochait toujours aux libéraux de donner de l'aide aux pays étrangers, notamment de l'aide économique aux pays communistes d'Europe de l'Est.
Pour ce qui est des rapports entre l'Église et la nation, ben, dans le Duplessis, c'est clair que l'Église doit avoir la primauté dans la société. Il faut accorder un soutien financier aux communautés religieuses, enseignantes et caritatives, mais il faut laisser les œuvres d'éducation et de charité sous la direction du clergé. Duplessis va se rallier les nationalistes qui étaient plutôt avec l'Action libérale nationale, qui n'aimait pas Duplessis aux élections après 1936 parce qu'il va écarter l'Action libérale nationale. Finalement, ils vont se rallier à Duplessis dans les années 40 pour deux raisons. Une symbolique et une plus réelle. La réelle, c'est qu'il était favorable à son programme de défense d'autonomie provinciale. Symbolique, c'est parce que Duplessis a adopté un drapeau pour le Québec. Le fameux Fleur de Lysée qui a été adopté le 21 janvier 1948. Ça faisait longtemps que les nationalistes réclamaient ça, ça faisait plus de 30 ans. Et Duplessis va adopter finalement le drapeau que les nationalistes voulaient avoir. C'était l'ancien carillon Sacré-Cœur, mais le Sacré-Cœur avait pris le bord déjà depuis les années 30. On voit déjà que le Québec commençait à se laïciser dès les années 30. Alors, on n'utilisait rien que le carillon avec les fleurs de lys penchées. Mais bon, il semble qu'il y a une règle en héraldique à l'effet qu'on ne doit jamais mettre une fleur de lys penchée. Il faut toujours que ce soit droit. Alors, les experts de l'héraldisme l'avaient dit à Duplessis, il a redressé les fleurs de lys, ce qui effectivement c'est plus beau visuellement. Mais effectivement, l'idée de mettre le Sacré-Cœur, il ne semble pas qu'il a pensé à ça. C'est peut-être une des choses qu'on pourrait lui reprocher. Mais il faut dire qu'à l'époque, le clergé non plus ne demandait plus le Sacré-Cœur. En 1948, si tous les évêques du Québec avaient fait une demande à Duplessis, mettez donc le Sacré-Cœur sur le drapeau du Québec, pas sûr qu'ils ne l'auraient pas fait. Mais les évêques eux-mêmes ne défendaient plus tellement ça. Alors, sur le plan économique, ben, la politique de Duplessis, c'est la politique du capitalisme, c'est le culte de l'entreprise privée, peut-être un peu trop poussé à mon avis. Il a des réticences envers l'État-providence, mais ça avait au moins un avantage, c'est que le Québec était la province la moins taxée au Canada. Le Québec a profité, évidemment, de la prospérité d'après-guerre, a profité du fait qu'il était collé sur les États-Unis, il a profité des retombées économiques. Dans les années 40-50, on va développer beaucoup les infrastructures au Québec, les routes, les aqueducs, l'électricité. Duplessis était très favorable aux investissements américains. On dit qu'il était anti-syndicaliste, les syndicats le disaient, mais quand on regarde ça de proche, on s'aperçoit que finalement, les syndicats faisaient assez peu de grèves dans les années 40-50. Il y avait moins de grèves au Québec qu'en Ontario. Alors aujourd'hui, les historiens nous disent ben, c'est parce que Duplessis écrasait plus les syndicats. Ben, ça se pourrait-tu que ce soit le contraire? Que ce soit parce que les syndicats s'entendaient bien finalement avec les patrons et avec le gouvernement dans le temps de Duplessis. Et que tout le système de médiation que le ministre du Travail, Antonio Barrette, avait mis sur pied, ça fonctionnait bien, ça fonctionnait mieux au Québec qu'en Ontario. Mais il y avait effectivement moins de grèves au Québec qu'en Ontario. Et quand Duplessis adopte le nouveau Code du travail vers 1945-46, les syndicats étaient tous élogieux envers le nouveau Code du travail. Alors je pense que la réputation d'anti-syndicaliste de Duplessis, c'est une reconstitution historique après coup. Duplessis était fier de dire qu'il avait aidé certains hommes d'affaires canadiens-français. Il n'est pas très nationaliste, Duplessis. Ce n'est pas un nationaliste à la manière de Lionel Gros. Hein, il ne prône pas, par exemple, des politiques d'achat chez nous, des choses comme ça. Ça va apparaître plus tard, dans les années 60-70. Le Québec n'était peut-être pas prêt à ce moment-là à une véritable politique de nationalisme économique. Mais pour lui, aider un homme d'affaires canadien-français, ben, c'était déjà faire du nationalisme économique. Et quand Duplessis prend le pouvoir en 1936, il y avait 5 Canadiens-Français qui étaient millionnaires. Quand il meurt en 1959, on était rendu à 50 Canadiens-Français qui étaient millionnaires. C'est peut-être pas beaucoup, mais il y avait quand même un pas en avant qui a été fait. Le grand projet économique de Duplessis qui lui a tenu le plus à cœur, c'est certainement le développement des mines de fer de Shefferville, là, à la frontière du Labrador. Alors ici, on a voyé l'image de l'American Way of Life, dans lequel le Québec a embarqué dans les années 1950. Les infrastructures,
Et ici, le projet de Shefferville, qui était conduit par la compagnie Iron Ore, qui était contrôlé à ce moment-là par le père de Conrad Black. Alors, Conrad Black, qui a écrit une biographie de Duplessis, il était très sympathique à Duplessis. Et pour cause, parce que Duplessis était un grand ami de son père avec le projet de Iron Ore. Les livres d'histoire sont très injustes face à ce projet de mine de fer, parce qu'on dit que Duplessis vendait le fer aux Américains 1 cent la tonne. Alors que les Terre-Neuviens, eux autres, vendaient ça 33 cents la tonne. En fait, le fameux 1 cent la tonne, c'est un slogan électoral qui a été lancé aux élections de 1956 par les libéraux, par Georges-Émile Lapalme, et un slogan que même dans le Parti libéral, on n'aimait pas beaucoup parce qu'on savait qu'il n'était pas vrai. Pourquoi il n'était pas vrai? Parce qu'il ne tenait pas compte du fait que la ligne de chemin de fer que vous voyez entre Shefferville puis Sept-Îles avait été entièrement construite aux frais de la compagnie. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire du Canada, une construction de chemin de fer sans que ce soit subventionné par l'État. Alors Duplessis a dit à la compagnie, « OK, on vous fait la concession, mais vous construisez le chemin de fer, ce n'est pas le gouvernement qui va le construire. » En échange, pendant un certain nombre d'années, il a chargé moins cher pour les redevances. Mais si on regarde l'ensemble du contrat, c'était un contrat qui était avantageux pour le Québec. Et lorsqu'il a été adopté en 1948, il a été adopté par une résolution à l'Assemblée législative qui a été votée à l'unanimité. Les libéraux avaient voté pour le contrat en 1948, puis ils le dénoncent en 1956. Mais le contrat, il est de 20 ans. En 1968, on le renouvelle, encore adopté à l'unanimité. Même René Lévesque, en 1968, il était député, il a voté pour le renouvellement du contrat de 1 cent la tonne. Alors donc, les libéraux avaient voté pour en 1948, puis ont voté pour en 1968, puis ils l'ont dénoncé en 1956. Alors, il faudrait étudier ça peut-être plus à fond, tous les détails du contrat, mais je pense que ça fait partie de la légende noire de Duplessis que de penser que c'était un mauvais contrat. Et c'est assez ironique ou symbolique que Duplessis soit mort en fait à Shefferville. Il était allé assez souvent. Et lors de son dernier voyage à Shefferville, en septembre 1959, c'est là qu'il va mourir. Alors, la réputation de Duplessis contre les syndicats, je vous en ai parlé. Duplessis n'était sûrement pas un ennemi des ouvriers, autant qu'on l'a dit, mais par contre, il était un ennemi des communistes, qui étaient très souvent infiltrés dans les syndicats. La grève de l'amiante, 1949, ça fait partie... Je dirais que c'est le nœud de la légende noire de Duplessis, c'est la grève de l'amiante. Parce qu'en 1900, en fait, la légende noire de Duplessis a commencé avant la mort de Duplessis, avec la publication en 1956 d'un livre qui s'intitule Le Québec au temps de la grève, je pense, et qui était préfacé par Pierre Elliott Trudeau. Alors, et un paquet d'autres du même acabit. Dans la légende de la Révolution tranquille, la grève de l'amiante est très importante. Mais en réalité, c'est parce que ça a été le tremplin de la carrière de gens comme Pierre Elliott Trudeau, comme Jean Marchand, comme Gérard Pelletier, qui vont jouer un rôle politique par la suite. Alors, ils se sont donné, après coup, un rôle peut-être plus grand que ce qu'ils ne le méritaient. Quelle est la réalité de cette fameuse grève de l'amiante? En fait, il faut savoir que c'était essentiellement une lutte entre des syndicats. Les mineurs d'Asbestos et de Thetford Mine étaient syndiqués avec la CTCC, la Confédération des travailleurs catholiques du Canada, syndicat catholique. Au Québec, il y avait une lutte entre les syndicats catholiques et les syndicats qu'on disait internationaux, mais qui étaient en fait des syndicats américains liés à l'AFL-CIO. Alors, il y avait la FTQ, qui s'appelait dans le temps la FTPQ, Fédération des travailleurs de la province de Québec. Après, ils ont rebaptisé ça FTQ. Et puis, il y avait la CTCC, la Confédération des travailleurs catholiques du Canada, qui va être rebaptisée plus tard, en 1960, CSN.
Donc, nos deux grands syndicats d'aujourd'hui, FTQ, CSN, ils existaient déjà là, dans les années 40, sauf que la CSN, c'était un syndicat catholique, qui est devenu après un syndicat marxiste. Vatican II a passé par là. La FTQ, eux autres, c'est un syndicat un peu plus progressiste dans les années 50, qui est devenu par la suite très conservateur, c'est ce qu'on appelle le syndicalisme d'affaires. Mais la CTCC voulait prouver qu'il était capable de faire une grève dure contre une grosse compagnie multinationale et contre le gouvernement de Duplessis, parce que les syndicats américains accusaient les syndicats catholiques d'être mous, d'être vendus au patron. Fait que là, ils se sont dit, on va prouver qu'on n'est pas vendu au patron, on va tenir tête à une compagnie multinationale. Ils ont décidé de faire la bataille à asbestos. Ce n'était pas nécessairement dans l'intérêt des travailleurs, parce que au début des négociations, la compagnie offre tant d'augmentation de salaire, offre un contrat. Il y a eu 4 mois de grève, et après les 4 mois de grève, le syndicat a accepté l'offre que la compagnie avait fait au début. Donc 4 mois de grève complètement inutile. Dans les relations de travail, on appelle ça une grève perdue. Hein, parce que soit c'est le patron, soit c'est le syndicat qui gagne ou qui perd la grève. La grève d'asbestos, ça a été une grève perdue par le syndicat, ça a été une mauvaise manœuvre, et il y avait beaucoup de travailleurs qui ne voulaient pas aller en grève. Mais s'ils ne voulaient pas aller en grève, bien, on les convainquait à la manière syndicale, c'est-à-dire en faisant amener de Montréal des fiers à bras. Il y a eu des fiers à bras qui sont arrivés, des gars qui étaient payés pour casser des vitres. Et effectivement, les leaders qui étaient contre la grève, ils ont eu des charivaris autour de la maison, ils ont eu des vitres brisées, il y avait de l'intimidation. Et même que les fiers à bras, à un moment donné, se sont emparés du poste de police municipal de Thetford Mines. Bon, il y avait 25 policiers à Thetford Mines. Les policiers, bon, comme il y avait de la SB, ils ont essayé d'intervenir, c'est leur devoir, mais ils ont été rapidement dépassés par la quelques centaines de fiers à bras. Mais après, le Duplessis a envoyé la police provinciale et ça a frappé dur. Monseigneur Charbonneau, l'archevêque de Montréal, s'est fait connaître durant la grève d'asbestos parce qu'il a soutenu ouvertement les ouvriers. En fait, en réalité, tous les évêques du Québec ont soutenu les ouvriers, le syndicat en grève à asbestos, parce que le syndicat avait réussi à convaincre les évêques qu'il s'agissait de l'avenir du syndicalisme catholique qui jouait là. Alors donc, les évêques avaient compris que... Mais par la suite, ils se sont aperçus qu'ils s'étaient fait avoir par le syndicat. Monseigneur Charbonneau a organisé des quêtes dans les églises de Montréal pour venir en aide aux mineurs qui étaient en grève. Il a pris des positions publiques en faveur de la grève, même si elle était illégale. Ça, c'est assez spécial. D'habitude, l'Église est pour le respect de l'ordre, de la loi. Et là, on voit des évêques qui soutiennent une grève illégale. Ça indisposait certains évêques, notamment celui de Rimouski, Monseigneur Courchaine, qui était un évêque conservateur, nationaliste, ami de Lionel Groulx, et qui était, dans l'épiscopat, le grand adversaire de Monseigneur Charbonneau. Charbonneau, lui, c'était l'aile gauche. Charbonneau, rien que pour vous dire, en privé, dans les années 40, il allait jusqu'à faire l'éloge de Staline. Alors ça, on le sait par les mémoires de Lionel Groulx. C'était vraiment un évêque d'avant-garde. Il était pour le socialisme et même presque pour le communisme. Alors il prétendait non, Staline a amélioré le communisme, les catholiques sont plus persécutés en Russie, se faisait plein d'illusions. Disons qu'après Vatican II, un gars de même passerait inaperçu. Mais en France, avant même Vatican II, il aurait passé inaperçu. Les évêques étaient déjà rendus quasiment tous communistes dans les années 50. Mais au Québec, ça passait mal. Il était pas mal seul et il a rencontré l'opposition du cardinal Villeneuve. Et c'est le cardinal Villeneuve qui va demander à Rome de le démettre de ses fonctions. Il va être démis de ses fonctions en 1950 parce qu'il était trop à gauche. Puis il y avait aussi une autre raison pour laquelle les évêques ne l'aimaient pas, Monseigneur Courchaine, c'est que c'était pas un nationaliste. C'était un franco-ontarien qui était un partisan du bilinguisme intégral et il aurait voulu que l'Université de Montréal devienne une université bilingue comme l'Université d'Ottawa. Mais on a vu ce que c'est l'Université d'Ottawa. L'Université bilingue d'Ottawa, c'est une voie d'assimilation pour les Canadiens français. C'est comme ça qu'on le voyait au Québec à l'époque.
à aller proposer de rendre bilingue l'Université de Montréal. Vous pouvez vous imaginer comment ça choquait les nationalistes de l'école de Lionel Groulx. Alors, il y avait aussi ça, puis le fait qu'il gérait mal le diocèse. C'était un homme qui semblait avoir été une espèce de maniaco-dépressif. Il y avait beaucoup de misère avec son tempérament, puis il se chicanait avec tout le monde. Il allait même plus aux réunions des réunions épiscopales. Il n'y allait plus, il se présentait même plus. Il s'était mis tous les évêques à dos. Mais il y a eu la légende que c'était Duplessis qui l'avait fait tomber, parce que dans les années 70, il y a eu une pièce de théâtre qui a été écrite, vous en avez peut-être entendu parler, Charbonneau le chef. Ça a été écrite par un dominicain progressiste de Toronto, canadien-anglais, qui a répandu la légende à l'effet que Duplessis avait demandé au pape Pie XII de limoger Monseigneur Charbonneau, parce que Monseigneur Charbonneau s'était opposé à lui pendant la grève de l'amiante en 1949. C'est complètement farfelu de s'imaginer que le premier ministre d'une province puisse avoir assez d'influence pour demander au pape de limoger un évêque. C'est impensable. Même un chef d'État a de la difficulté à obtenir ça du pape. Le pape défend toujours son indépendance. Enfin, du pape dans ce temps-là, aujourd'hui, j'en sais rien. Je ne pense pas, c'est bien différent, mais disons, avant Vatican II, les papes défendaient énergiquement leur indépendance par rapport au chef d'État. Et si un chef d'État avait demandé à ce qu'il démette de ses fonctions un évêque, ben, c'est certain que le pape l'aurait laissé là, il pourrait écœurer le chef d'État. Alors, non, ça c'est de la légende. Mais Monseigneur Charbonneau était finalement une espèce d'évêque de Vatican II avant Vatican II. En éducation, s'il y a un point aujourd'hui où on accuse Duplessis d'obscurantisme, c'est bien l'éducation. Il y a une certaine réhabilitation de Duplessis, comme je vous l'ai dit. Bon, maintenant, on admet que sa politique économique est assez bonne, hein, parce qu'on est revenu au capitalisme. On est sorti de la social-démocratie des années 60-70. Et puis là, on trouve que l'entreprise privée, c'est bien, on trouve qu'il y a trop de taxes et que c'était bien dans le temps du Duplessis ou les taxes. Ça, on le réhabilite pour ça. Son autonomisme provincial, on est bien d'accord. Mais là où on n'ose pas, il n'y a personne à ma connaissance à date au Québec qui ose réhabiliter Duplessis, c'est dans sa politique d'éducation. Parce que dire que l'éducation était meilleure au Québec dans le temps de Duplessis qu'aujourd'hui, c'est attaquer la réforme parent. Et là, c'est attaquer le cœur de la Révolution tranquille. Et ça, on n'est pas prêt à le faire encore. Alors, l'idée de Duplessis, c'était que l'Église et les parents devaient avoir la responsabilité en éducation, donc le moins d'État possible. Mais il va quand même aider au développement d'un important réseau d'écoles primaires. Quand Duplessis arrive au pouvoir en 1936, des écoles primaires, il n'y en a pratiquement pas. On est encore au régime des écoles de rang dans les campagnes. Alors, vous avez une petite école, c'est une cabane de bois qui n'est pas chauffée. Il fallait que la maîtresse chauffe elle-même. Il fallait qu'elle fournisse elle-même le bois. C'était pas la commission scolaire qui fournissait le bois pour chauffer. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on engageait une maîtresse d'école qui avait un père qui était cultivateur et qui avait une terre à bois. Lui, il fournissait gratuitement le bois. Et puis, la maîtresse d'école, ben, elle faisait ça 1 an ou 2 en attendant de se marier. Elle avait 17 ans. Il fallait qu'elle enseigne à des gars qui en avaient 16 puis qui étaient en 2e année. Là. Alors ça, c'est... Et qui allaient à l'école à peu près 3 semaines par année parce qu'on allait à l'école entre la fin des récoltes et puis le temps des sucres. Mais dès que le temps des sucres commençait, il n'y avait plus un garçon dans les écoles. Les filles restaient là, par exemple. C'est pour ça que les filles étaient plus instruites que les garçons. Les garçons allaient aider leur père à faire les sucres. Alors c'était ça le régime. Alors, il n'y avait pas de corps professoral compétent, il n'y avait pas d'école, il n'y avait rien. Bien, quand Duplessis meurt en 1959, il y a des belles écoles partout, avec un corps professoral qui est formé dans des écoles normales, qui, à mon avis, formaient de meilleurs enseignants que ce que font nos facultés de pédagogie aujourd'hui. Et je le sais pour y avoir été, je pense que la formation qu'on avait dans les écoles normales avant était bien supérieure. Et il faut comprendre qu'avant de développer le réseau secondaire, il fallait d'abord développer le primaire. Le primaire, ça s'est développé au temps de Duplessis dans les années 50,
Après, dans les années 60, c'était le niveau secondaire. Mais la Révolution tranquille se vante d'avoir développé le réseau secondaire, d'accord. Mais s'il n'y avait pas eu le travail au niveau primaire avant, il aurait fallu commencer au primaire, là aussi. Alors, on avait aussi à cette époque-là un excellent réseau d'écoles de métiers. Ce qui m'a frappé à ce sujet-là, c'est de savoir que quand, au début des années 1950, l'Allemagne a voulu réformer son système d'écoles de métiers, il avait envoyé des fonctionnaires au Québec pour étudier notre système d'école de métiers. Et vous savez qu'aujourd'hui, l'Allemagne est considérée comme le pays qui a le meilleur système d'école de métiers. C'est une des raisons qui explique la prospérité économique de l'Allemagne. Dans les années 50, ils venaient au Québec pour savoir comment on faisait ça. Et dans leur rapport, les fonctionnaires allemands n'avaient eu que des éloges sur le système d'école de métiers au Québec. Alors, au niveau des collèges classiques, ben, on atteint un apogée à ce moment-là. À cette époque-là, les Américains, par exemple, admiraient le Québec pour ses collèges classiques parce que dans les années 50, les Américains avaient le respect de la culture classique beaucoup plus qu'on peut penser. Il y a une petite anecdote que j'aime raconter à ce sujet-là, hein, parce qu'on a souvent une image un peu négative des États-Unis, notamment sur le plan culturel. On pense que c'est des barbares. Alors, je me souviens d'avoir lu les mémoires de William Colby, qui était un ancien directeur de la CIA. Alors, lui a été engagé dans la CIA en 1948. La CIA venait d'être formée, d'être créée à ce moment-là. Et, bon, il sortait de l'université et puis il fait une entrevue. Une entrevue, on choisit, puis après on les forme pour faire des espions. Et il raconte quelle était la question standard qu'on posait lors de l'entrevue d'embauche dans la CIA en 1948. La question standard était la suivante. Expliquez-moi la différence entre un raisonnement de type platonicien et un raisonnement de type aristotélicien. Il a fallu que William Colby réponde à cette question-là. Mais vous rendez-vous compte que pour qu'il puisse aller chercher des gars de même, il fallait qu'il y ait quand même des bons cours de philo dans les collèges et des universités américaines. Et quand vous dites que ces Américains-là, dans ce temps-là, admiraient le Québec pour ses collèges classiques. Alors là, il y a tout un travail, mais ça, il y a des livres qui ont été là-dessus quand même, notamment l'ancien recteur de l'Université du Québec à Montréal, Claude Corbeau, a écrit un livre sur la pédagogie des Jésuites au Québec, qui a réhabilité beaucoup ça, mais ce n'est pas assez connu dans le grand public. Au niveau universitaire, ben, en 1952, on crée un nouveau campus à l'Université Laval. En 1955, on fonde l'Université de Sherbrooke. Dans les années 40, on développe le nouveau campus de l'Université de Montréal, que vous voyez ici. Non, je vais revenir un peu plus tard. Il y a une chose que Duplessis a fait, et ça, on l'admire aujourd'hui, malgré tout pour ça, c'est d'avoir refusé les subventions fédérales aux universités, parce que dans les années 50, le fédéral voulait s'emparer du contrôle des universités, et donc éventuellement de tout le système d'éducation. C'est le rêve du gouvernement fédéral que d'avoir un ministère de l'Éducation nationale. Alors, ça fait longtemps qu'ils veulent ça. Ils en parlaient déjà dans les années 1920. Et ça prend vraiment la résistance des provinces, mais surtout du Québec, pour empêcher ça. Et Duplessis a même été jusqu'à refuser, à dire aux universités de refuser les subventions fédérales. Et les universités, c'est des entreprises privées, hein? Alors, Duplessis n'avait pas d'autorité sur les recteurs. Si les recteurs avaient voulu accepter les subventions fédérales, ils pouvaient le faire. Donc, c'est un simple conseil qu'il leur a donné et tous les recteurs d'universités au Québec ont appuyé Duplessis là-dessus parce qu'ils trouvaient que ça avait de l'allure, l'autonomie provinciale. C'est sûr que Duplessis leur avait promis, vous ne perdrez pas d'argent, on va vous donner plus de subventions provinciales, donc vous aurez quand même de l'argent pour fonctionner. Mais le fait qu'il avait rallié à sa politique, pour une entreprise, là, pour le directeur d'une entreprise, le directeur d'une école, refuser une subvention, c'est dur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, monsieur. Alors, imaginez, par patriotisme, les recteurs d'université ont refusé les subventions. Est-ce que vous auriez fait de même? Support pour là. Bon. Alors, l'école devait rester entre les mains des communautés religieuses, bien sûr. On développait des écoles primaires, comme cette belle école Marguerite Bourgeois à l'Assomption,
Pourquoi j'ai choisi celle-là? Ben, c'est parce que je viens de l'Assomption, moi. Ici, on voit Duplessis qui inaugure avec Monseigneur Charbonneau l'École des arts et des métiers de Montréal en 1947. Le nouveau campus de l'Université de Montréal qui a été ouvert en fin des années 40, je crois construit à la fin des années 40. En 1959, Duplessis a dit « Nous avons le meilleur système d'éducation au monde, mais ils n'attendent que ma mort pour enlever les crucifix des écoles. » Je pense que l'histoire lui a donné raison. Et à ce moment-là, les journalistes disaient que dans le caucus péquiste, il y avait tellement de gens instruits, compétents, avec des CV impressionnants, que René Lévesque aurait été capable de former 2 conseils des ministres. D'habitude, un premier ministre est obligé de racler les fonds de tiroir pour avoir un conseil des ministres, dont la moitié n'a pas d'allure. Aujourd'hui, c'est un peu plus que la moitié. Mais dans ce temps-là, et c'est vrai, vous regardez les têtes fortes là, que René Lévesque s'entourait, des gars comme Jacques Parizeau, Camille Lorrain, Jacques-Yvan Morin, Bernard Landry et combien d'autres, c'était impressionnant. Il fallait que René Lévesque soit lui-même un homme très fort pour être capable de supporter autour de lui des gens aussi forts. Je ne pense pas qu'un Philippe Couillard ou qu'un Justin Trudeau pourrait tolérer longtemps à côté d'eux un Jacques Parizeau ou un Camille Lorrain. Mais est-ce que Vaugeois lui-même a été dans la brochette de ministre? Il était bien content. Il a été ministre des Affaires culturelles. Mais ce que Vaugeois disait dans son texte, il dit, avez-vous remarqué que tout ce conseil de ministres géniaux que tout le monde louangeait, c'est tout du monde qui avait été formé au temps de Duplessis, au temps de la Grande Noirceur. Il était issu des écoles de la Grande Noirceur. Les écoles qui étaient réservées aux riches, dirait-on, voyons donc, regardez tous ces ministres-là, il n'y en a aucun qui était un fils de millionnaire. Sauf peut-être Jacques Parizeau un peu, là, mais toutes les autres, ça venait de classes très moyennes. Et il avait bénéficié de bourses accordées par l'Église pour faire des études. Alors, l'image de la Grande Noirceur, comment ça se fait que ces gens-là sont issus de cette Grande Noirceur? Maintenant, parlons de l'opposition libérale. À partir de 1950, les libéraux fédéraux, provinciaux vont se chercher un nouveau chef, c'est Georges-Émile Lapalme, qui était un député libéral à Ottawa, fédéral, un député d'arrière-ban, sans grande influence, il ne sera probablement jamais devenu ministre à Ottawa. Finalement, ce n'était pas quelqu'un de très grande envergure. Il avait un certain talent. Par la suite, il va créer le ministère des Affaires culturelles du Québec. C'était un homme de culture, mais définitivement, il n'était pas de taille pour lutter contre René Lévesque. Je m'excuse, contre Maurice Duplessis. Il va être plus tard avec René Lévesque dans le gouvernement de Jean Lesage. Mais il y en avait un qui tenait tête à Duplessis quand même, c'était le premier ministre du Canada, Louis Saint-Laurent, qui défendait évidemment la centralisation fédérale. Mais Duplessis va réussir à se débarrasser de Saint-Laurent. C'est pas une petite chose, ça. Lors des élections de 1958, en appuyant le Parti conservateur de John Diefenbaker. John Diefenbaker avait été élu en 1957, mais minoritaire. En 1958, là, il remporte un gouvernement majoritaire parce qu'il a réussi à faire élire, les conservateurs ont réussi à faire élire 50 députés sur 65, je crois, au Québec. C'est rare que les conservateurs réussissent à avoir une majorité au Québec. C'est arrivé en 1958. Après, il faut attendre 1984 et 1988 avec Brian Mulroney. Mais en général, le Parti conservateur au Québec, c'est un parti qui est perpétuellement en voie de disparition ou en voie d'apparition. De quel côté vous voyez les choses. Mais là, la machine électorale de l'Union nationale a appuyé à plein le Parti conservateur, ce qu'elle ne faisait pas. L'Union nationale restait en général neutre lors des élections fédérales, même si la plupart des conservateurs fédéraux étaient aussi unionistes, mais c'était quand même deux machines un petit peu différentes. Et là, il décide de régler son compte à Saint-Laurent, parce que Saint-Laurent lui-même était intervenu de manière très active lors des élections provinciales de 1956. Normalement, on n'intervient pas dans les élections d'un niveau à l'autre. Autrefois, ça se faisait, mais dans les années 50, déjà,
dans l'esprit des gens, on devait se séparer. Et c'est comme si Saint-Laurent n'avait pas respecté la règle du jeu en venant appuyer la palme. Alors Duplessis lui a rendu la monnaie de sa pièce en appuyant Diefenbaker. Au niveau de la ville de Montréal, Duplessis se réconcilie avec Camillien Hood en 1948. Alors vous les voyez ici, ils viennent de se compter sans doute une bonne blague sur le dos des libéraux. Est-ce que vous voulez que je vous la raconte, cette blague-là? Alors, c'est un gars qui se promène en campagne et il cherche une chambre. Alors, il arrive dans une auberge miteux. Il hésite beaucoup à louer la chambre, mais l'aubergiste lui dit « Oh, mais attention, attention, je vais vous louer une chambre dans laquelle a dormi nul autre que le grand Sir Wilfrid Laurier. » Oh, le grand Sir Wilfrid, vous savez qu'il avait été premier ministre au début du siècle. Les libéraux, pendant 50 ans, ont fait campagne électorale en rappelant la mémoire du grand Sir Wilfrid. Fait que là, ça impressionnait le gars. Il dit, je vais la louer. Mais sauf que le ménage n'avait probablement pas été fait depuis l'époque du grand Sir Wilfrid, parce qu'il y avait plein de punaises dans le matelas du lit. Fait que le lendemain, il va voir l'aubergiste et lui dit, vous m'aviez promis que je dormirais dans un lit où a dormi le grand Sir Wilfrid Laurier, mais finalement, j'ai dormi avec tout le Parti libéral. Alors, c'est la blague que Duplessis et Hood se sont racontées pour se réconcilier. J'imagine que les deux devaient la connaître depuis pas mal longtemps, mais ils ont fait chacun semblant de la trouver drôle. En 1954, Jean Drapeau se fait élire à la mairie de Montréal. C'est l'homme de la moralité publique, parce qu'il y avait eu des scandales relativement à des réseaux de prostitution à Montréal qui étaient plus ou moins protégés par la police et tout ça. Il y avait eu une enquête publique. Alors Drapeau arrive en 1954 à la tête d'un parti qui s'appelle la Ligue d'action civique. Mais là, il y a des ligues d'action civique qui commencent à se former dans d'autres villes. Alors, Duplessis voit le jeu arriver. La Ligue d'action civique va se transformer en parti politique provincial. Alors, il décide de casser Jean Drapeau avant qu'il devienne trop dangereux. Et en 1957, la machine de l'Union nationale a fait élire, c'est Sarto Fournier qui a battu Jean Drapeau. C'est la seule élection qu'il a perdue dans sa vie, Drapeau. Après, il va revenir au pouvoir en 60 et il va gagner toutes les élections jusqu'à sa retraite en 1986. Donc, Drapeau était jeune, mais Duplessis voyait qu'il pouvait éventuellement devenir une menace. On le casse avant que ça devienne dangereux. Duplessis était, à la fin des années 50, définitivement le chef incontesté de la province de Québec. Incontesté, peut-être dans le peuple, mais certainement pas parmi les intellectuels, parce qu'il y avait une intelligentsia anti-duplessiste très vive, très active, qui tournait autour de la revue Cité Libre, dont Pierre-Éliott Trudeau était un des collaborateurs vedettes, et aussi le journal Le Devoir, qui avait viré à gauche à partir des années 48 avec André Laurando. Alors ce journal, qui était un journal nationaliste et catholique, avec Henri Bourassa, à partir de la direction d'André Laurando et Gérard Filion, ça va devenir un journal plutôt antinationaliste et plutôt libéral, plutôt de gauche. Un des grands adversaires de Duplessis, c'était le dominicain Georges-Henri Lévesque, qui a été le fondateur et le doyen de la faculté des sciences sociales de l'Université Laval. C'était un foyer d'anti-duplessisme. Et d'ailleurs, beaucoup des élèves du Père Lévesque vont jouer un rôle très important dans la vie politique et culturelle québécoise après la Révolution tranquille. Lévesque était définitivement libéral. Il a même écrit des discours pour Jean Lesage lorsque Jean Lesage va devenir chef du Parti libéral. C'était aussi un fédéraliste inconditionnel. Lui, il était en faveur de l'intervention du fédéral dans les universités. La commission d'enquête qui avait recommandé ça, c'était la commission qui s'appelle Massé-Lévesque. Alors, Georges-Henri Lévesque avait siégé comme coprésident d'une commission d'enquête fédérale sur la culture canadienne qui recommandait au gouvernement fédéral de prendre le contrôle des universités. Donc, je vous ai mis ici une liste d'intellectuels anti-duplessistes, mais il y avait aussi des intellectuels duplessistes.
Robert Rumilly, l'historien, Esdras Mainville, directeur de l'École des hautes études commerciales à Montréal, l'économiste François-Albert Anger, économiste catholique, corporatiste, Richard Arès, le jésuite qui dirigeait la revue Relations et qui était un grand expert du droit constitutionnel, le directeur, l'éditorialiste du journal Le Montréal Matin, Roger Duhamel, qui était aussi un grand critique littéraire, le dramaturge Gratien Gélina, Émile Bouvier, qui a fondé le département de relations industrielles de l'Université de Montréal, et Léopold Richer, qui a fondé une revue qui s'appelle Notre Temps, qu'on ne connaît pas beaucoup, mais qui voulait combattre l'influence de gauche de Cité-Lettre. La conférence que je fais ce soir, je l'ai faite il y a quelques semaines, et dans l'assistance, il y avait un de mes anciens élèves qui étudie présentement à l'Université Laval en sciences politiques. Et il m'a fait remarquer quelque chose d'intéressant. Il m'a dit qu'on parle souvent de Duplessis et de l'époque de Duplessis dans ses cours à l'Université Laval. Il disait tous les intellectuels, toute la liste des intellectuels anti-duplessistes que j'ai mis, il en avait entendu parler dans ses cours, mais toute la liste des intellectuels pro-Duplessis, c'était des noms qui lui étaient totalement inconnus. Alors voilà comment on écrit l'histoire. On prend un camp, le camp des vainqueurs, on parle d'eux autres, puis on fait oublier complètement l'autre côté. Parce que si on se mettait à étudier tous ces intellectuels-là, on verrait que c'est pas mal plus riche que les gens de Cité-Léman. Quand Duplessis est mort en 1959 à Trois-Rivières, on l'a exposé à Trois-Rivières. On ne l'a pas exposé à Montréal, on ne l'a pas exposé à Québec. Rien qu'à Trois-Rivières, il y a eu 500 000 personnes qui ont passé devant sa tombe. Quand on a exposé René Lévesque à Montréal et à Québec, lui, il a atteint 100 000. Puis la population du Québec était bien plus nombreuse, autant de René Lévesque qu'autant de Duplessis. 500 000 qui sont allés. Ça vous montre la popularité du Duplessis. Puis les gens se sont déplacés à Trois-Rivières pour y aller. Mais, bon, le nombre de ceux qui ont passé devant la tombe de Robert Bourassa, je l'ignore. Moi, je n'étais pas là. Je pense pas que beaucoup d'entre vous étaient là non plus. Mais vous savez, c'est qui a le record? C'est pas Duplessis, c'est le frère André, 2 millions de personnes. À une époque où la province de Québec comptait 3 millions d'habitants. Paul Sauvé va succéder à Maurice Duplessis. C'était un homme politique d'envergure qui aurait probablement battu les libéraux aux élections de 60 si il n'était pas malheureusement décédé quelques mois après. En janvier 1960, il meurt. Là, c'est Antonio Barrette, le ministre du Travail, qui lui succède. C'était un homme distingué, mais il n'y avait peut-être pas le charisme qu'il fallait pour affronter le nouveau chef du Parti libéral, Jean Lesage, qu'on était allé chercher à Ottawa aussi, encore une fois, quand Duplessis disait que le Parti libéral du Québec, c'était rien, une succursale des libéraux fédéraux. Il n'y avait pas tout à fait tort. Ça faisait 2 chefs qu'on allait chercher. Bon, ceci dit, Lesage avait un peu plus d'envergure que Laval, mais aux élections de 1960, les libéraux vont l'emporter. Pas par une grosse marge, hein? 51 députés, 53% des voix. L'Union nationale avait 43 députés, 46% des voix. Mais ça va être la révolution tranquille. En conclusion, ma conclusion est assez claire, nette, ferme. Maurice Duplessis a été le plus grand premier ministre de l'histoire du Québec. Cependant, et d'ailleurs aujourd'hui on commence à l'admettre un petit peu, il y a eu une certaine réhabilitation dès les années 70. En 1977, le premier ministre René Lévesque a érigé sur le terrain de l'Assemblée nationale la statue de Duplessis. Et en 1978, la Radio-Canada a fait une télésérie qui était assez élogieuse sur Duplessis. Alors, c'est Jean Lapointe qui jouait le rôle principal. Petite parenthèse à ce sujet-là. Pourquoi Lévesque, qui était pourtant pas très sympathique à Duplessis, mais je pense que Lévesque est devenu anti-Duplessis après la mort de Duplessis. Parce qu'en réalité, dans les années 50, j'aimerais ça qu'on me cite une phrase de René Lévesque contre Duplessis. D'ailleurs, Lévesque était à ce moment-là journaliste à Radio-Canada. Il traitait des questions internationales. Il ne traitait pas des questions nationales, mais je ne pense pas que Lévesque était
contrairement à quelqu'un comme Pierre-Éliott Trudeau. Je ne pense pas qu'il était si anti-Duplessis que ça dans les années 50. Il y aurait quelque chose à fouiller là-dessus. Mais n'empêche que par la suite, il s'est présenté comme un anti-duplessiste. Et c'était assez paradoxal, et puis ça l'a fait sourire et choquer certains de voir que René Lévesque érigeait une statue à Duplessis. Et d'ailleurs, j'avais écouté le petit discours qu'il avait fait à cette occasion-là, et il était quasiment gêné d'ériger la statue à Duplessis. Pourquoi il fait ça? Puis pourquoi Radio-Canada, qui a toujours été contre Duplessis, fait en 1978 une série à l'éloge de Duplessis? Bien, c'est qu'il y avait un jeu politique qui se préparait pour le référendum de 1980. C'est que le Parti québécois voulait aller chercher une certaine tranche d'âge parmi l'électorat, la tranche d'âge qui avait voté pour Duplessis. Et dans le fond, c'est pour se rendre sympathique aux anciens de l'Union nationale qu'on a érigé la statue et qu'on a fait une série télévisée où on présente quasiment Duplessis comme un pré-séparatiste. Alors, il y aurait des choses à dire sur cette série-là. Et en même temps, on le sait maintenant qu'en secret, il y avait une alliance qui avait été conclue entre le Parti québécois et l'Union nationale. L'Union nationale qui renaît aux élections de 1976 avec Rodrigue Biron comme chef. En secret, il y avait déjà une alliance qui était conclue. L'Union nationale devait appuyer le oui lors du référendum. Et Biron va le faire, sauf qu'il ne sera pas suivi par les autres députés. Alors, l'Union nationale a éclaté et disparu. Biron va finalement se rejoindre au Parti québécois. La stratégie n'a pas bien fonctionné, mais il y avait une stratégie et ça explique pourquoi il y a eu cette réhabilitation de Duplessis par le PQ. Vous savez que lors de la commission Charbonneau, on a appris que encore en 1981, aux élections de 1981, alors que Roch Lassalle était chef de l'Union nationale, il a obtenu 4% des voix, mais on sait que par en dessous, le Parti québécois avait financé l'Union nationale. Le Parti québécois avait intérêt à ce que l'Union nationale survive parce que ça enlevait des votes aux partis libéraux. Les unionistes, en général, étaient plutôt fédéralistes. Donc, si l'Union nationale n'était pas là, il allait au Parti libéral et des fois, vous savez, 3-4% des voix, ça peut faire une différence. En réalité, en 81, le Parti québécois a gagné l'élection avec 50% des voix. Donc, il n'y avait pas vraiment besoin, mais comme ils craignaient que ce soit plus serré, ils ont essayé de faire survivre l'Union nationale. Alors, il y a tout un jeu politique qui explique pourquoi on a réhabilité curieusement Duplessis dans ces années-là. Bon, aujourd'hui, c'est différent. Il y a des historiens qui n'ont pas connu l'époque de Duplessis, qui sont capables de porter un jugement un peu moins passionné. N'empêche qu'il manquait des choses à Duplessis. Un solide nationalisme ethnique qui aurait, par exemple, pu se manifester par une loi pour défendre la langue française au Québec. Le nationalisme économique aussi, c'est pas avec les investissements américains qu'on va faire un Québec fort. Il aurait fallu, dans le Québec de Duplessis, un véritable régime d'union de l'Église et de l'État. Il y avait une bonne collaboration, mais il n'y avait pas un régime d'union comme le prône la doctrine catholique. Alors, on aurait eu besoin du corporatisme, du coopérativisme, d'une réforme monétaire. On aurait eu besoin aussi de l'indépendance du Québec, parce que vous ne pouvez pas réaliser tout ça si le Québec est encore à l'intérieur du Canada. Bref, il aurait fallu mettre en œuvre la doctrine sociale de l'Église, mais c'était impensable dans un Québec qui était, on pourrait dire, vous savez qu'est-ce qu'on dit du Mexique? Hein? C'était un président du Mexique qui avait dit ça, mais on pourrait quasiment le dire du Québec aussi. Alors, il disait « Pauvre Mexique, si loin de Dieu et si près des États-Unis. » Aujourd'hui, on pourrait dire la même chose pour le Québec. Alors, oui, Duplessis a été le plus grand premier ministre de l'histoire du Québec, mais le plus grand premier ministre qu'on peut avoir dans le cadre d'une société libérale. C'était pas vraiment une société catholique, mais c'était quand même un petit peu mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Alors, je termine sur une image du Québec de la Grande Noirceur, en comparaison d'une image du Québec moderne et ouvert, en vous demandant lequel vous préférez.